3 à 4 montages par semaine, ils ont créé un truc ultra malsain. T'as sorti ta formation. En vrai, tout le monde m'a dit stop, hein. Très compliqué, ça m'a poussé à bout. 150 000 euros, une arme à feu avec une Lamborghini, mon effet papillon de ouf. Editingcon au Grand Rex. C'est sous-payé beaucoup parce que je m'en foutais de l'argent. C'est vrai? Ouais, j'aurais pas dû économiser un peu plus. Mastu qui est mon premier client. Mon seul rêve en vrai, c'est de continuer à vivre de ce qui me fait kiffer. Hello et bienvenue sur mon podcast La Lumière Sûre par Nana. Aujourd'hui, je suis avec Samy Boukermi. Salut! Bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. Je suis hyper contente de te recevoir parce que c'est la première fois que je reçois un monteur vidéo. Ouais. Et bah des moindres. Ouais, ça fait plaisir. Non mais en vrai, c'est vrai qu'on va avoir plein de trucs à dire parce que pour le coup, t'as fait quand même... T'as sorti ta formation. Ouais. T'as fait un projet Editingcon au Grand Rex, une espèce d'événement à propos du montage. C'est ça. Et t'as fait plein d'autres trucs, t'es insider Adobe, etc. Enfin, on a plein de sujets à aborder au-delà du montage qui vont nous permettre de parler de plein de choses. Donc, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, quel âge tu as. Bah, du coup, je m'appelle Samy, j'ai 24 ans, j'habite à Nancy et je fais du montage depuis que je suis en première, donc depuis 16 ans, je pense. Ouais, depuis que j'ai 16 ans, j'enchaîne vraiment les missions de montage et tout parce que je kiffe ça, je kiffe l'audiovisuel, je kiffe YouTube en premier. Et ouais, du coup, j'ai essayé de rester dans cet univers-là depuis que j'ai 16 ans. Et du coup, ouais, ça fait presque 10 ans maintenant. Ok, mais t'as fait des études audiovisuelles ou t'es parti genre... Non, j'ai fait aucune étude en audiovisuel. J'ai fait un bac plus 3 en marketing et management. Et j'ai fait un master en management et direction de manager de direction personnelle. En fait, c'est un truc un peu péteux, mais globalement, c'est nul, c'est du commerce. Oui, mais t'as fait des longues études quand même, genre tu t'es mis à fond J'ai fait des dedans. longues études pour mes parents. Ok, Parce que, bah, tu sais, ça les rassurait. oui. D'autant plus que moi, quand j'ai commencé à être monteur vidéo sur YouTube, c'était très peu démocratisé à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de monteurs qui étaient connus, dont le nom était connu à l'époque, sauf les monteurs d'Amixem un peu qui étaient mis en avant. Mais du coup, c'était un truc un peu tout nouveau, qui n'était pas du tout structuré. Donc, pour rassurer les parents, ouais, j'ai poussé un bac plus 3, puis je me suis dit, bon, allez, vas-y, autant faire un bac plus 5 en vrai de vrai, tant qu'à faire. Ah ouais, mais pourquoi? Bah, parce que je me suis dit, vas-y, t'as fait 3 ans d'études, alors que je voulais absolument pas le faire au début, hein, ces 3 ans d'études. Et je me suis dit, j'ai une occasion de le faire après avec Mastu. J'ai fait une alternance pour mon bac plus 5. Donc Mastu qui est mon premier client depuis 2017. Et ouais, du coup, je me suis dit, vas-y, je peux faire une alternance avec mon... Enfin, tu te rends compte, genre l'alternance, c'est une semaine de cours par mois. Et le reste, c'est que de l'entreprise. Donc je me suis dit, bon, vas-y. En vrai, je serre les dents pendant 2 ans. Et comme ça, j'ai un master. Mais aujourd'hui, ouais, le master, ça sert pas à grand-chose. La moitié de ma classe, ils sont malheureusement au chômage. Et en vrai, aujourd'hui, un master, c'est cool. Mais c'est plus autant... avant, c'était un peu cool. J'ai l'impression que maintenant, c'est presque la norme. Du coup, les profils se démarquent pas plus. Et moi, j'ai eu la chance de faire tous les trucs à côté extrascolaires. C'est ça qui me porte aujourd'hui. C'est 0% mon master, c'est que la freelance et tout. Donc, heureusement que j'ai ça, bon. Au-delà du fait qu'ils t'aient demandé de faire des études de marketing, est-ce que tes parents, ils avaient un regard assez négatif sur ça? Ou est-ce que quand même, ils voyaient ce que tu faisais, ils trouvaient ça sympa, mais ils avaient envie que t'aies un bagage? Mon père, il a mis longtemps à comprendre. Parce que mon père, lui, c'est vraiment la carte de la sécurité. Il est cadre et du coup il aurait voulu que je suive un cursus à peu près comme le sien. Okay. Et moi c'est ce que je comptais faire en vrai de vrai parce que effectivement je me suis dit c'est carré ce qu'il fait, donc j'étais pas trop dans ça. Mais ma mère elle était en plus en mode vas-y fais ce que tu veux tant que tu me rapportes un diplôme. Elle voulait juste le diplôme parce que comme mes 2 parents viennent d'Algérie, ils sont en mode vas-y sécurise le diplôme, on est en France et tout, faut faire des études. Les études c'est un peu sacré voilà dans les familles algériennes et même dans les familles immigrées je crois au global. Et du coup, ça fait que j'ai fait le master, le bachelor, du coup le bac plus 3. Et une fois que j'ai validé ça, ma mère, elle m'a dit c'est bon, maintenant tu fais ce que tu veux. Ok. Et c'est mon père qui m'a recommandé de faire un master. Personne ne me l'a imposé en vrai, parce que si j'avais voulu m'arrêter là, j'aurais pu. Mais je me suis dit, vas-y, en vrai, ouais, quand t'as fait 3 ans, plus tout ce qu'il y avait derrière, sachant que je détestais l'école. Et en plus, moi, j'ai eu le bachelor, enfin le bac plus 3, c'était pendant le Covid. Du coup, j'ai pu, tu sais, c'était un peu plus light. Et en plus, j'avais le distanciel. Attends, quelle année du Covid t'as passé en... Je crois que du coup j'ai fait une année complète et j'avais 2 ans sur les 3 ans du coup qui étaient en mode Covid, c'est-à-dire que full distanciel. Ok. Et c'est ça qui m'a sauvé parce que en vrai, de vrai, le bac plus 3 m'a mis un stop assez net à ce que je faisais parce que c'était trop prenant, l'école de commerce. Et du coup, heureusement qu'il y a eu le Covid, enfin heureusement non, mais pour moi, en tout cas, voilà, si je parle de manière égoïste, parce que bah du coup j'ai pu, je suivais les cours, je mettais les cours sur un écran que j'écoutais à moitié. Et derrière, je faisais mes montages. Et du coup, j'ai pu recommencer à faire du montage alors que j'avais un peu arrêté pendant la première année. Et heureusement que j'ai eu ça parce que ça a été
un catalyseur pour moi parce que j'ai beaucoup appris. J'ai fait ma transition vers Adobe parce qu'à l'époque, je montais sur Sony Vegas Pro, donc j'ai switch Ah, sur tu l'as Premiere. fait aussi tard? Ouais, j'ai commencé super tard, j'avais peur. Ok. Et c'est un des monteurs de Squeezie Gaming qui me l'a fait, qui s'appelle Jelly. Et il a pris le temps et tout de m'expliquer parce que ça faisait peur. Sony Vegas, c'était vraiment mon logiciel de gamin parce que c'était le plus facile à craquer à l'époque. Et du coup, j'ai fait mes armes dessus. Et puis, ouais, quand tu arrives à une certaine dimension, t'es bloqué, je trouve, par Sony Vegas. Et la suite Adobe, parce que tous les logiciels qu'il y a autour, ça permet techniquement de faire beaucoup plus de trucs, quoi. Mais ça fait peur. Le switch est un peu chiant. Et tu disais que avant qu'on passe à comment t'en arrives à faire du montage et que ça, tu disais qu'il y a une année, du coup, pendant tes cours où t'as un peu arrêté le montage. Ouais. Pourquoi? Parce que du coup, moi, après le bac, ma stu voulait que je vienne à la Redbox. Moi, c'est ce que je voulais faire, mais c'est là que du coup, je me suis un peu pris la tête. C'est un mot fort, forcément adapté, mais je me suis un peu voilà, chicoté avec ma mère et tout, parce qu'elle, elle était en mode fais quand même un diplôme, valide une licence avant de pouvoir faire ce que tu veux. Et du coup, moi, le truc de Redbox à l'époque, j'étais en mode là, c'était mon rêve absolu. Vraiment, YouTube, c'était toute ma vie. Et du coup, le fait de devoir balayer l'offre de Mastu à cette époque, j'étais en mode je vais plus jamais avoir d'opportunité. Ouais. J'étais plus jeune, donc j'étais en mode très dramatique. Du coup, ça m'a mis un petit coup. Et en plus, derrière, Mastu, lui, il avait besoin d'un monteur à temps plein, parce que c'était pendant son explosion de ouf à la Redbox, donc c'est là où il prenait 1 million d'abonnés par an. Et du coup, il fallait un monteur en présentiel. Et du coup, on a dit, bon, bah vas-y, on stoppe le temps de mon... On s'est même pas donné de délai, on a juste dit, bon, vas-y, on s'arrête là pour le moment. Okay. S'il a besoin ponctuellement, il pourra me redemander. Mais il a besoin d'un monteur en présentiel, donc il a fait une période de recrutement pour chercher d'autres monteurs. Okay. D'ailleurs, c'était la recherche de monteurs la plus médiatisée, je crois. Okay. Parce que, genre, aujourd'hui, même quand tu tapes candidature monteur Mastus sur YouTube, t'as des vidéos à 700 000, 1 million de vues des candidatures qui ont été postées sur YouTube. Et ça m'avait rendu ouf à l'époque. Genre, ça me faisait trop mal. En vrai, j'étais vraiment un gamin. Oui. J'étais en mode, il y a autant de monde qui est chaud pour me remplacer. Je vois des candidatures, donc c'est parce qu'il avait fait un rush de test. Il a dit, tenez, montez ça. Et les gens publiaient sur Internet. Et je voyais des 10 000 RT, des trucs sur des... Franchement, j'étais trop bien. Ça m'a mis un petit coup. Mais est-ce que eux, finalement, ils arrivaient à apporter quelque chose que tu ne faisais pas et du coup, tu t'es dit, ça y est, c'est mort, genre je vais être remplacé parce qu'ils sont beaucoup plus chauds? Ou c'était vraiment... Franchement, à l'époque, j'étais pas non plus... j'avais une petite patte. Mais j'étais pas non plus waouh, donc c'était monotone un peu mon montage. Okay. Du coup, il y avait des gens qui étaient un peu plus créatifs. Globalement, dans la technique, il n'y a rien qui m'a impressionné dans toutes les candidatures. Et au final, d'ailleurs, le monteur qui a été pris, qui est Louis, lui, vraiment, il y avait un écart de niveau majeur. Il était très, très, très fort. Okay. Mais du coup, typiquement, sa candidature, elle n'a pas été publiée en ligne. C'est vraiment un truc qui a été envoyé en non répertorié. C'était ça, de base, la consigne, d'ailleurs. Okay. Et du coup, j'avais jamais vu cette candidature-là, mais quand j'ai vu les premiers montages qui n'étaient pas montés par moi, déjà, ça fait un truc un peu bizarre. Mais ouais, le mec s'appelait Louis, il était super fort. Je sais pas s'il monte encore des vidéos aujourd'hui. Mais il est devenu quoi? Parce que donc ça veut dire que Louis, il a monté les vidéos de Mastu pendant 1 an. Plus, et un après, peu plus. Après, quand t'es revenu, ils l'ont tège? Pendant 3 ans, il a monté, ce qui est beaucoup 3 ans sur YouTube. Hein. J'avoue, ouais, ok. Je crois qu'il a bougé à Angers, il a fait la transition Redbox l'autre. Ok. C'est juste qu'après, je crois que ça s'est arrêté comme ça entre les deux. Oui, donc t'as eu de la chance en vrai. Ouais, de ouf. Parce qu'il t'a remplacé, mais finalement que ponctuellement. Genre. Ouais, pendant que je faisais mes études, genre c'était vraiment un peu... Après, moi j'avais pas le truc je me disais à 0 moment, vas-y, je fais mes études et après je reviens vers Mastu. Pour moi, c'était pareil, c'était une carte qui s'était envolée. Pour autant, j'ai continué un peu à travailler pour d'autres youtubeurs, donc moins connus, plus pour le fun. Par exemple, j'ai travaillé pour Mushway à l'époque, donc c'était un youtubeur Minecraft, Fortnite. Ok. Et lui, il m'a laissé les pleins pouvoirs. Parce qu'à l'époque, il était quand même assez influent sur YouTube, dans la niche du gaming et tout. Et lui, il me laissait accès à sa chaîne, c'est-à-dire que j'ai découvert comment fonctionne une chaîne YouTube. C'est là que j'ai analysé les stats, comment publier. Donc j'ai fait un peu du content management, on appelle ça. Ok. Et je faisais ce que je voulais niveau montage, donc je pouvais itérer des trucs un peu techniques et tout, et je me faisais plaisir. Et c'est sur lui d'ailleurs que je me suis fait la main sur Premiere. Je faisais des best-of et compagnie. Et c'est surtout grâce à lui aussi que j'ai commencé à accumuler une notoriété en vrai de vrai sur Twitter. Parce que on était proches et il me mettait vraiment en avant en mode ouais, Sam le monteur. C'est lui qui disait Sam le monteur. Et mon pseudo, il vient. Donc Sam S Twitch, qui est horrible comme pseudo. C'est lui qui m'a forcé à créer un compte Twitch à l'époque pour me mettre modérateur sur sa chaîne. Et je savais pas quoi trouver. Et du coup, je t'ai dit, j'étais toxique à mort quand je jouais aux jeux vidéo. Donc je disais aise, en mode facile, bouffon. Enfin, tu sais, j'étais un peu hautain. Ok. Et du coup, j'ai juste mis ce pseudo d'énorme enfant. Ok. Et c'est resté. Mais c'est lui qui m'a motivé à trouver un pseudo à l'arrache. Et qui m'a mis en avant. Genre, je faisais des best-of à l'époque avec un style de montage qui était très reconnaissable pour le coup.
très innovant, un peu en plus avec du rap et tout. Donc je mélangeais plein d'univers. C'était très musical. Et je postais des fois sur Twitter des extraits. Et puis il y en avait un qui avait fait 5000 likes et tout à l'époque, ce qui était énorme pour un monteur. Et c'est là que j'ai commencé à avoir quelques milliers de followers ouais, sur Twitter. Et voilà. Et du coup, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et après, quand Mastu a annoncé le lot, j'ai envoyé un message juste pour lui dire mec, bravo et tout, parce que c'était trop bien. Il a créé son propre local, enfin, c'était génial. Et c'est là qu'il m'a dit si jamais je cherche un monteur pour monter les vlogs du lot, parce qu'il a fait une vidéo par semaine pendant genre 1 an et demi au lot, donc il s'appelle les vlots. Et heureusement qu'il y a eu ça, parce que putain, j'ai pu faire mon stage de 6 mois donc pour valider la fin de mon bac+3 à Angers chez lui, au local. Ce qui est un miracle, hein, parce que moi je fais du marketing et du management à la base, donc c'est pas forcément. Voilà quoi. Mais heureusement, parce que voilà, ça m'a facilité ça. Et que si je faisais pas avec lui, j'aurais fait quoi dans une boîte conventionnelle en marketing, une boîte un peu nulle, là où je kiffe pas. Donc j'aurais jamais eu le temps de monter, j'aurais pas le temps. Donc voilà. Et comment t'en es venu à vouloir faire du montage et à commencer le montage? Parce que j'ai découvert YouTube assez tôt avec un podcast de Cyprien sur la Wii U, à l'époque. Et je me suis dit, c'est trop bien ça. Parce qu'en fait, je me suis dit, le concept qu'un mec il pose sa cam, il se rend drôle avec du montage, je découvre le fait main, je découvre l'accessibilité de la vidéo. Avant, la vidéo pour moi c'était réservé donc, ouais, au cinéma, à la télé, à la télévision et tout, et ce qui me passionnait déjà. Hein. Genre, je sais, quand j'étais plus petit, je faisais des recherches de casting pour faire de la figuration. Ouais, sur scène de ménage et tout, sur M6. J'étais matrixé par ça, je voulais trop être dans ce monde-là. Du coup, ouais, quand j'ai vu le truc de Cyprien, je me suis dit, si lui le fait, sachant que ça avait l'air un peu artisanal, je me suis dit, moi aussi je peux apprendre. Et du coup, j'ai appris en imitant ça. Et ça, je suis tombé amoureux de ça direct, en vrai. Mais donc, du coup, t'as fait du montage parce qu'au départ, tu voulais faire tes propres vidéos et après, tu t'es attaché au montage. C'est ça. Ok. C'est ça. Je testais des trucs, je testais de recopier les mécaniques de youtubeurs. Du coup, c'était ma source d'apprentissage numéro 1. Juste, je scanne un contenu, je le reproduis. Donc il y a l'étape de je me filme, c'est super gênant et tout, parce que j'essaie de faire un sketch, quoi. C'était un peu critique, mais du coup, voilà, derrière, après, quand je passe sur le logiciel, je tentais des trucs. Et ouais, je me suis dit, bon, voilà, je faisais déjà le fait, enfin, je me rendais compte déjà que le rendu était pas dingue. J'avais du recul à ce moment-là. Mes parents, je me disais, ok, je connais la mécanique du cut, je sais maquiller quand j'allume et quand j'éteins la caméra, parce que j'enlève les fragments qui sortent de l'histoire et tout. Et j'étais déjà satisfait. Et c'est comme ça que j'ai fait mes armes, ouais. Ok. Et après, comment t'as fait justement pour travailler avec Mastu, etc., pour te lancer et en faire ton métier aujourd'hui? En gros, j'ai pensé cerner une. En fait, il y avait un youtubeur que je regardais beaucoup à l'époque qui s'appelle Amine Original. C'est un pote à Seb Lafrite et tout, de base. Et du coup, il faisait des trucs urbex et moi, j'étais vraiment dans une dimension de qui. Genre, j'adorais l'urbex. Et je regardais ses contenus, je me suis dit, putain, j'aimerais trop en fait monter ses contenus parce que je voulais voir les backstage de ces trucs urbex, voir s'il il se faisait péter par les flics et tout, et je voulais trop voir ça. Du coup, je me suis dit, bon, le meilleur moyen de le voir, c'est d'avoir les rushs et de tester. Du coup, je lui envoie un message et tout, je lui dis, écoute, si t'as besoin d'un monteur, moi je te monte tes vidéos gratuitement. Et c'était vraiment un truc qui est sorti de nulle part de ma tête. Je sais pas le déclencheur c'était quoi, mais j'avoue que je me félicite à cette époque-là d'avoir eu la lucidité de me dire, ok, je peux envoyer un mail pour candidater pour du montage, sachant que j'avais aucune perspective professionnelle à ce moment-là, zéro. Parce que t'avais quel âge? Ah putain, je sais pas, je crois que j'avais 15-16 ans du coup. C'était entre la seconde et la première, ça, je crois. Ouais, donc t'étais grave jeune. J'étais super jeune. J'étais juste un kiffeur de YouTube et j'étais super jeune. Et à cette époque, je testais, tu sais, quand je testais mes montages pour moi, je les publiais sur YouTube. Ça fonctionnait pas. Et du coup, il y avait aussi la dimension de ah, j'aimerais bien travailler pour un mec qui a de la visibilité pour que mon travail il soit vu. Même si je suis pas je suis pas l'influenceur, je suis pas le créateur de contenu, je suis le mec derrière la vidéo quand même, et du coup, les gens voient mon travail. Mais donc, au départ, la genèse, c'était un peu d'être youtubeur. Ouais, comme beaucoup. Ok. Carrément, je pense que aujourd'hui, les monteurs là, si tu prends tous les monteurs YouTube, la grande majorité, genre 80%, voulaient être des youtubeurs à un moment ou un autre. Ah ouais? Ouais, c'est beaucoup de youtubeurs refoulés, comme on dit. Mais on a tous la passion de créer du contenu. Et c'est normal, quand tu crées un truc, t'as envie que ça soit vu. Ouais. Oui. Et du coup, ouais, donc j'ai fait un truc pour il m'a répondu, Amine Original. Il m'a envoyé une vidéo à monter. Cette vidéo, heureusement que j'ai pu la voir parce que ça m'a permis de faire mon portfolio. Enfin, je savais pas c'était quoi un portfolio à l'époque, mais en fait, c'était la première vidéo que je pouvais montrer pour aller démarcher d'autres personnes.
Et du coup, cette vidéo, donc je lui ai fait qu'une vidéo en vrai de vrai. Et cette vidéo-là, elle m'a permis d'aller voir Mastu juste après. Parce que je voyais Mastu, je l'ai suivi avant ses 100 000 abonnés. Et il commençait à péter. Et du coup, je me suis dit, bon, un mec qui pète, il a peut-être un besoin, c'est-à-dire ses délégués, ses montages et tout. Et heureusement que j'ai pris ce timing-là. Parce que ouais, il m'a répondu au début. La première fois, il me répond, il me dit qu'il en a pas besoin. Et il revient 2 semaines après me dire, ah, en fait, peut-être qu'il y a un truc qui me ferait plaisir. Et c'était au moment où il commençait à côtoyer Amixem et tout, d'un peu loin. Et ouais, heureusement qu'il y a eu ça, parce que du coup, après, il m'a laissé monter un podcast sur les beaufs à l'époque. Et dans mon mail, j'ai bluffé, j'ai menti, j'avais dit que je savais bien monter. En mode, tu sais, j'ai fait genre d'avoir de l'expérience. J'ai pas précisé mon âge, parce que voilà, j'étais quand même T'avais très quel jeune. âge du coup? T'avais 15 ans? Ouais, j'avais 15 ou 16 ans, ouais. J'étais super jeune en vrai, ouais. Et il fallait pas que, voilà, et je lui dis que je montais sur Premiere Pro, parce que à l'époque, Premiere Pro, je savais déjà que c'était la référence professionnelle de logiciel de montage. Il avait aucun moyen de vérifier que tu montais pas sur Premiere Pro? Non. Non, et le pire, c'est après coup, j'ai compris que lui aussi, c'était un fan de Vegas. Et du coup, j'avais pas besoin de mentir sur ça à l'époque, mais je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Donc j'ai improvisé, ouais, j'ai dit que j'avais de l'expérience. J'avais dit que j'étais flexible, polyvalent, alors que j'en savais rien du tout. J'avais dit aussi que j'avais une bonne connexion internet, ce qui n'était pas le cas. Et d'ailleurs, ma connexion internet, elle m'a fait perdre plein de youtubeurs après. C'est vrai? Ouais, genre le Blédard, je sais qu'à l'époque, la première fois, il me contacte et que j'ai pas la fibre, parce que je l'ai eu très tardivement. Bah, il m'a dit non, ciao. Surtout quand le Blédard, c'était un rythme de cadence assez élevé sur ses contenus, donc télécharger 50 gigas par jour, c'était juste impossible. Mais du coup, voilà, j'ai envoyé un mail plein de bluffs, plein de petits mensonges, mais tu sais, des mensonges pas. C'est juste des mensonges pour me mettre en valeur. Oui, t'avais 15 ans déjà. J'avais 15 ans. Et derrière, en vrai, j'ai réussi à assurer parce que je me suis dit, vas-y, j'ai un truc à faire. J'imite ce qu'il fait. J'imite même les vannes de montage qui calaient dans ses vidéos, qui montaient tout seul. Et bah, je prends les mêmes. Et comme ça, il va croire que tu sais, je suis dans sa tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu t'appropries son montage et tu le distribues. Et ça a fonctionné de ouf, putain. Aujourd'hui, vous en parlez de ça? Ouais, ouais, des fois. Bah là, récemment, on s'est dit que ça faisait bientôt 10 ans en fait qu'on se connaît et c'est flippant. Le temps passe de ouf. Et aujourd'hui, c'est lui qui m'a ouvert toutes les portes. Genre absolument Ouais. toute ma carrière et tu vois, c'est mon effet papillon de ouf. Genre, c'est grâce à lui que j'ai eu plein de trucs. C'est grâce à lui aujourd'hui, même quand on fait des vidéos Airbnb, c'est lui qui m'a fait prendre la caméra pour la première fois. Ouais. Et on part à l'étranger, je le cadre et tout. Donc, je suis en train d'apprendre. En un an, j'ai explosé mon niveau en cadrage, apprendre à gérer une caméra et tout. Ce qui est un de mes objectifs aussi dans ma vie. Et du coup, non, il me permet de vivre des trucs de ouf. Et donc, ouais, je suis très reconnaissant. Et actuellement, du coup, enfin par la suite, t'as travaillé quasiment qu'avec Mathieu ou t'as travaillé avec d'autres personnes aussi? Les premières années, c'était beaucoup de mastu. Au moment de notre pause, je sais pas comment, mais ça s'est su que j'étais un peu en pause avec lui. Ok. Et là, j'ai eu un afflux de plein de contacts. Et du coup, sur la période aussi, entre le moment où du coup on arrête ensemble et le moment où je reprends, j'ai fait beaucoup de créateurs. Et j'étais connu d'ailleurs pour être vraiment le mec qui enchaîne. Ok. J'ai fait Gotaga, j'ai fait Valouz. C'est positif ou c'est C'est négatif de dire que tu enchaînes des créateurs? Alors en fait, je trouve que moi, dans ma tête, c'est positif. Mais là, si je le devais le refaire, je le ferais plus. Ok. Mais moi, j'avais un truc un peu d'ego de Pokédex. En mode, Oui, ok. tu sais, je voulais voir le plus de créateurs dans ma truc. Et en vrai, aujourd'hui, je te jure que quand tu dézoomes, j'en ai eu quand même beaucoup. Hein. Genre, vraiment, si tu prends le top 30 YouTube et tout en France, j'en ai beaucoup. Donc, c'était un peu d'ego, mais c'était aussi un truc qui m'a permis de ne jamais me lasser alors que je m'envoyais des doses extrêmes de montage à hauteur de 3 à 4 montages par semaine pour des créateurs différents, ce qui était très violent. En plus de tes études? En plus de mes études, ouais, donc nuit blanche, hygiène de vie déplorable. Je sais pas, je kiffais, moi, monter pour plein de créateurs, ça me permettait de jamais me lasser. Ça me permettait d'apprendre plein de formats différents. Donc d'être vraiment polyvalent pour le coup et surtout que des fois tu tombes même sur des créateurs qui vont te guider. Par exemple chez Gotaga, j'ai découvert un peu le fonctionnement d'entreprise. Il y avait une grosse avance sur le fait de produire du contenu avec plusieurs étapes de validation, avec une direction artistique, avec des guidelines que tu dois respecter, ouais. Donc c'était très professionnalisant. Et des fois tu avais des clients plus chill qui te laissaient vraiment libre. Tu faisais ce que tu veux. Donc voilà, tu apprends avec tout type de clients. Mais donc du coup, ces personnes-là, t'arrivais à faire quand même plusieurs montages avec eux ou alors à chaque fois tu faisais ok. Oui, donc Oui. positif quand même, parce que j'allais dire, c'est pour ça que je te posais la question, genre en même temps t'as enchaîné, mais est-ce que enchaîner ça veut pas dire que du coup à chaque fois ça le fait pas? Ouais, C'était plutôt ça la ah question, non, mais c'était non. pas ça. Genre, attends, je réfléchis. Je crois qu'il y a aucun créateur de contenu où j'ai fait un montage one shot et après on a arrêté. Ok. C'est toujours plusieurs montages, même s'il y a une période, une grosse période, et même aujourd'hui je me bats contre ça où j'avais des problèmes de ponctualité. C'est vrai. C'est mon problème numéro 1. Mais comment tu fais pour avoir des problèmes de ponctualité avec des youtubeurs parce qu'on est d'accord qu'ils ont des deadlines? Ouais. Et surtout maintenant, tu sais, quand t'ajoutes la dimension des marques, avec des grosses pressions, des grosses attentes, des contrats aussi,
Daté. Non, c'est un enfer. Je me bats vraiment tous les jours contre ça, encore aujourd'hui. Donc il y a eu beaucoup de changements, beaucoup, beaucoup. Mais à l'époque, c'était vraiment mon point noir. Des fois, ça m'a porté vraiment préjudice. Parce que, ouais, je n'arrivais pas à tenir une deadline. Et encore aujourd'hui, j'ai toujours ce problème-là. Mais est-ce que c'est parce que t'estimes mal le temps que tu vas prendre ou est-ce que c'est juste parce que tu fais pas que ça et du coup... Je sais pas. Aujourd'hui, j'arrive quand même à bien estimer. Enfin, aujourd'hui, ça n'a rien à voir avant. Avant, c'était très extrême. Genre, carrément, avant, les vidéos de Mastu, parce que c'était le premier du coup à subir ça, putain, la vache, les retards de malade que je lui envoyais. Genre, Ah ouais. la vidéo devait sortir samedi 11h, je lui envoyais la V1 dimanche 13h, quoi. Genre, c'était vraiment abusé. C'était ridicule. Et avec le temps, donc j'ai corrigé, mais après, t'avais des petits retards qui font que la vidéo elle est repoussée d'1 heure et tout. Du coup, maintenant, je m'impose des deadlines alternatives avant la vidéo. Il y a des steps de V1 bien avant la vidéo. Donc ça n'a rien à voir aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un problème. Je sais pas, je pense que c'est mental en vrai, parce que je te jure, j'ai un vrai problème avec ça, même dans ma vie de tous les jours, même à l'école, tu vois, le truc de s'y prendre à la dernière minute, c'est tout le temps. C'est un truc, je sais pas, c'est un fléau. C'est mon fléau numéro 1. Et en vrai, chez les monteurs, c'est un énorme fléau. À l'époque aussi, tu sais, t'avais le truc de la communication. C'est ce que maintenant, quand je vais aider des monteurs et tout, je dis, ok, votre niveau au montage, c'est super. Mais soignez votre communication avec les pros et tout. C'est trop important de mettre un truc de confiance, là où le client, il peut se dire, ok, je peux compter sur lui. Et que même s'il y a un retard, en fait, tu communiques. Puis derrière, ouais, c'est le but, c'est d'effacer absolument les retards et en fait de créer même un fossé entre le retard et le livrable, parce qu'il faut que tu sois même en avance, en fait. En vérité, il faut que tu anticipes. Donc ouais, c'est un cauchemar. Mais je sais pas d'où ça vient précisément, mais c'est tellement de facteurs, mais c'est dans la tête. Ok. J'ai un Mais problème. t'as de la chance que ça t'ait pas porté préjudice. C'est que ça m'a porté préjudice. Oui, mais je veux dire, Mastu, il continue à travailler avec toi alors que tu lui livres le montage le lendemain, quoi. Tu sais que ça, c'est une folie, ça. Plusieurs fois, ça m'a cogité. Ça m'a fait cogiter. Alors à l'époque, franchement, ça le saoulait. Bah oui, normal. Mais il était très indulgent parce que j'étais mineur, il savait que j'étais en cours. Oui, alors comment t'étais rémunéré? Au début, avant que je sois majeur, on s'est juste dit à un moment, il m'a dit moi je m'en foutais d'être rémunéré, en vrai. Et ça m'a pareil, ce truc de m'en foutre d'être rémunéré, ça m'a porté préjudice parce que toute ma vie j'ai été sous-payé du coup, enfin, après derrière. Parce qu'en fait je savais pas assumer un TJM, enfin assumer des prix. Du coup voilà, je sous-facturais beaucoup. Et avec le temps, en discutant avec plein de monde, j'ai réussi maintenant, tu vois, je suis bien. Mais ça a mis du temps. Mais bref, du coup on avait convenu d'une pocket par vidéo, en mode cette vidéo, chaque vidéo tu me la factures tant. Ok. Et tu me la factureras le jour de tes 18 ans. Ok. Et du coup, le jour de mes 18 ans, je me suis déclaré. J'ai créé une entreprise, une micro-entreprise, et première facture, c'était pour lui. Il m'a remboursé le total qu'il me devait, sans négocier. Bien commencé dans la vie, c'était sympa. Mais j'étais content. J'étais content et ça m'a permis de financer mon matos et de rembourser ma mère. Parce que c'est ma mère qui m'avait avancé mon premier PC. Parce qu'à l'époque, je t'ai dit, j'avais rien. Le matériel, oui, c'est vrai. Le matériel, genre quand je commençais, c'était sur le PC familial. Un rendu, c'était 12 heures de rendu, avec une chance sur deux qu'il y ait un problème je sais pas, de plugin ou que ça crache. Oui, donc même ça pour les retards. Ouais, pas la fibre, pas de PC, la scolarité, donc ouais, franchement, c'était abusé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je suis en retard, je m'en veux un peu plus, parce que aujourd'hui, j'ai des machines de guerre, j'ai de la fibre de l'espace. T'as plus d'excuses. J'ai plus trop d'excuses, non, sincèrement. En vrai de vrai. Surtout qu'aujourd'hui, Mastu et tout me laisse des délais que j'aurais rêvé d'avoir avant, genre c'est très confortable. Genre là, j'ai 1 mois pour monter une vidéo. Ouais. À l'époque, je peux avoir 2 jours, tu vois. Oui, il prend plus d'avance, il a plus d'organisation. Ouais. Surtout qu'ils ont compris que pour avoir de bonnes vidéos aussi, tu sais, maintenant, il faut prendre le temps. Mais tellement j'étais en speedrun dans ma vie, là, je me suis dit, j'en ai parlé avant-hier. Je crois que de ma vie, et c'est ça qui est trop fou, je n'ai jamais passé 3 semaines à temps plein sur un montage de ma vie entière, de toute ma carrière, même quand j'avais 1 mois et demi et tout. Je n'ai jamais réussi, et même dans les 3 semaines, franchement, on peut réduire à 14 jours. Okay. Je suis tellement bazardé dans ma tête. Avant, parce que j'étais juste dit trouble de l'attention. Aujourd'hui, c'est parce que je fais plein de trucs. Tu sais, j'ai ma société, donc de formation, j'ai Mastu, j'ai moi ma vie à côté, tout ce que j'entreprends. Que du coup, je peux rarement me focus sur une tâche en boucle pendant plusieurs jours sans l'interrompre par autre chose. Et du coup, en ce moment, je suis en train de tester le fait de, comme à mes tout débuts, quand j'étais ultra passionné et que je m'envoyais des heures sans les compter, j'ai envie de refaire ça. Je me pose et je prends le temps de faire des trucs parce que je prends plus le temps depuis que je fais du montage fast-food. J'en ai fait ça, j'ai fait du montage fast-food pendant 5 ans. Là, c'est moins le cas. Là, je prends mon temps. Quand tu dis montage fast-food, c'est genre des montages que tu fais rapidement. Bah, quand je montais pour 15 créateurs, ouais. Oui, non mais... T'es obligé... Je bien sûr. développe le terme pour... En fait, quand je faisais cette période où j'enchaînais les créateurs, j'étais obligé d'être une machine de guerre et d'être ultra livrable. Et en fait, le pire, c'est que j'étais tellement dans un rythme bizarre
c'est que du coup, je t'ai dit, j'étais à peu près à 4 vidéos par semaine et que j'arrivais à rendre 3 sur les 4 à l'heure, ce qui était miraculeux. Ok. Et du coup, je savais pertinemment que la 4e vidéo était toujours en retard, mais tout le temps. Et qu'il y avait un client qui allait prendre pour les autres. Ok. Mais tout le temps. Et du coup, c'était, voilà, j'avais ce truc où c'était très galère. J'ai réussi à me faire un nom parce que j'étais vraiment connu pour être extrêmement rapide. Ok. Genre, techniquement et tout, c'était assez impressionnant. Mais ça m'a carbonisé, puis en plus, je t'ai dit, j'étais sous-payé, quoi. Mais tu l'es plus maintenant aussi rapide? Parce que Si. tu dis j'étais connu pour être aussi rapide. Si. Franchement, genre, bah, tu sais, après, j'ai fait des streams. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai commencé, moi, à mettre un peu plus en avant que sur Twitter à l'époque, avec les tweets. Je me suis dit, vas-y, je vais lancer un stream et j'ai envie de parler à des gens parce que le montage, c'est trop solitaire, ça me rend ouf. Ok. Et c'est là que ça a pris vraiment, en 2-3 streams, ça a pris direct. Parce qu'en fait, les gens se rendaient compte, mais que j'allais super vite. Et du coup, ça a impressionné pour des gens qui n'ont pas l'habitude. Et moi, je suis très hyper actif. Je suis très, très hyper actif, donc c'est encore plus impressionnant. Puis en plus, je clique partout, des fois pour rien, mais ça clique, quoi, ça clique vite. Mais comment tu faisais pour faire un stream en montant et en même temps être intéressant dans le stream? Parce que c'est quand même un truc dans lequel tu es hyper concentré. Quand tu fais un montage, Ouais. déjà, tu décortiques les phrases pour Je sais pas, cut, pour que ça ait du sens. ça, je sais pas, hein. C'était naturel. Ouais. Je vais kiffer ça. Genre, franchement, même j'ai mon pote, je te dis aujourd'hui, comment il s'appelle? Alexandre? Tu sais pas comment il s'appelle ton pote? Non, mais j'ai eu un doute, j'ai eu Ok. un trou, pardon. Alexandre, monteur de Michou, puis c'est mon gars d'amour. Il m'a dit, ce qui est un peu vexant, mais pas trop, il m'a Ok. dit, t'étais meilleur streamer que monteur. Genre, il y a un truc, mais du coup, mais il était en mode, tu sais, à l'époque, on se connaissait pas. Alexandre, c'est un mec qui a appris avec moi. Ok. Il me suivait vraiment le truc et c'est devenu vraiment mon meilleur pote parce qu'après, c'est avec lui qu'on a fait du coup la formation editing 360. Ok. Il est venu chez moi pendant 6 mois. Il m'a connu à l'époque des streams, il me suivait, il était très impressionné par ma rapidité. Et il me disait, t'arrivais justement à alterner le truc d'être productif sur le montage, parler aux gens, mettre de la musique de fond pour le truc. Et du coup, j'étais ultra stimulé, mais j'arrivais à le faire. Mais tu fais plus de stream maintenant? Je fais plus de stream, mais pour répondre à ta question, je suis encore rapide aujourd'hui. Ok. Même si, ouais, j'ai pas vieilli, je pense pas avoir vieilli dans mes mécaniques, c'est juste que je le montre plus. Ok. Pardon, j'ai pas compris ta réponse. Tu fais toujours des streams ou plus? Non, je fais pas de stream. Pourquoi? Parce que maintenant, vu que je sélectionne mes projets, il y a beaucoup de la quasi-totalité des projets que je fais, c'est pas des projets que je peux stream. Genre, en fait, tu sais, je vais les spoil. Même là, j'ai monté un docu, du coup, là, récemment, un docu-vlog plutôt. Et bah, il y a trop de trucs qu'on peut pas montrer, trop de trucs à flouter. Ok. Puis même, Mastu voudrait pas que je leak un vlog. À l'époque, ce que je faisais beaucoup, comme je prenais vraiment tous les formats, c'était des rediffs de live. Donc des trucs qui ont déjà été diffusés. Ok, ouais. Je les prends, je les condense, je les dynamise. Et c'était mon terrain de jeu. Oui, donc en plus, c'est des montages quand même qui demandent moins de concentration sur le narratif que tu es en train de raconter. De C'est ouf. juste tu cut, quoi. Il n'y a pas d'édito, il n'y a pas de Oui, y a rien. ok. Je comprends ouais, bien. franchement, ouais. Et je kiffais pas trop, mais je les prenais vraiment juste pour stream, ces trucs-là. Ok. J'acceptais de les prendre parce que je savais que je pouvais envoyer des heures de live derrière et que les gens y kiffaient. Mais ça, c'est un truc qui me manque sincèrement beaucoup. Et qu'aujourd'hui, Ok. j'aimerais bien trouver la solution pour, je sais pas, monter en live. Il faut que je trouve, mais ça me manque, ouais. Ça me manque énormément. Ok. Du coup, t'as quand même un profil quand même, donc tu fais du montage, mais Ouais. au départ, tu voulais un peu être youtubeur. Ouais. Ensuite, tu t'es mis à faire du streaming. Et t'as quand même sorti des vidéos YouTube, Ouais. un peu qui est l'imposteur, mais avec le montage. Est-ce que t'en as sorti d'autres aussi? Oui, tu fais des tutos. Ouais, alors ouais, c'était d'abord les tutos. Ok. En fait, c'était les streams. Après Ok. les streams, j'ai fait des TikTok Ok. qui ont pété direct, genre abusé. Franchement, c'était ridicule parce que c'est la première fois qu'on voyait un monteur un peu gaulerie, pas boring, et qui fait des TikTok divertissement. Non, mais non, je le dis parce que c'est pas drôle le montage. C'est cool, c'est plaisant, Oui, oui. mais fondamentalement, c'est pas un monteur, va pas être drôle, il va être concentré sur ce qu'il fait. Moi, Et je puis faisais un au-delà peu de ça, le c'est pas cool. intéressant pour les gens qui font pas du montage. Bah, de ouf. Genre Théo Meunier qui monte ses timelines, je pense que quelqu'un qui fait pas de montage, ça lui C'était- parle pas. Alors, alors si, justement. Ouais. Théo Meunier qui monte ses timelines. Qui montre ses timelines. Ouais. Bah quand tu fais pas de montage, Si. oui, tu vois que c'est le bordel, mais en vrai, tu Ah, captes je pas. te jure que si. Ah ouais? Mais tu sais que j'ai mon pote Wildan là qui monte pareil pour Squeezie. Je crois que c'est lui, hein. Il a fait un post sur Insta, un carrousel avec la timeline. Tu l'as défilé. Ouais. 125 000 likes sur son post. Parce qu'en fait, ça Mais parce que je pense que les intrigue. gens, ils sont plus éduqués maintenant à ça. Je pense que... Je pense pas que c'est une question d'éducation. Alors oui, Je forcément, pense que si. Hein. grâce à eux, parce que justement, ils ont posté plein de timelines très impressionnantes. Mais à chaque fois, même carrément, ça screenait la story avec la timeline sur le compte de Théo Meunier. Ça l'a partagé sur Twitter, ça faisait 20 000 likes. En fait, Oui, mais parce que Théo Meunier, il est vachement reconnu pour son montage de fou dans les qui est l'imposteur, Ouais. les trucs comme ça. Et donc, du coup, les gens voient un peu à quoi ça ressemble son outil de travail après avoir je pense vu le pas, résultat. Pour moi, justement, non. Ah ouais? Pour moi, ça perce. Pourquoi? Parce que justement, les gens ne savent pas à quoi ça ressemble l'envers du décor. Et moi,
moi, YouTube, enfin, mes Oui, mais TikTok tu sais pas reposaient sur ça. l'interpréter quand tu la regardes la timeline. Bah justement, c'est ça qui les font kiffer. Mm. Les gens, ils commentent tout le temps. Genre, la majorité des commentaires, c'est putain, je comprends rien, mais ça a l'air d'être le bordel. Oui, Et ok, je moi, capte. et c'est ce qui m'a fait, ça m'a fait péter instantanément sur TikTok et tout le temps, de manière, genre, c'était tellement rare un monteur qui se montrait à l'époque que chaque contenu que je faisais, il générait une traction de malade parce que c'était inédit et que moi je montrais l'envers du décor, beaucoup moins technique. Je faisais des vannes. euh, Oui, t'avais un peu cet aspect youtubeur. Ouais, c'est ça. Et puis surtout que je montrais un truc opaque pour les gens. Un truc de, Mm. ok, maintenant ça se passe comme ça un monteur. On sait qu'il y a des monteurs derrière les vidéos. Avec le temps, on a compris qu'il y avait des monteurs derrière les Oui, bah vidéos, oui. des équipes et tout. On n'a jamais vu un monteur en action. Euh, Moi, je pense vraiment que c'est juste parce que les gens n'avaient jamais vu avant que ça perce. Genre là, j'aurais fait exactement les mêmes là maintenant. Ça n'aurait rien à voir. Ok. Parce que derrière, il y a une génération de créateurs, même de vidéastes ou de monteurs qui ont publié un peu, enfin, qui ont partagé, qui sont mis en avant. Avant, les monteurs qui se mettaient en avant, ça n'existait pas. Oui, bah, et puis je pense aussi que ça s'est vachement démocratisé le fait que les youtubeurs avaient des équipes derrière, De ouf. et parce que les équipes derrière maintenant elles ont une place créative de fou, De ouf. là où avant c'était quand même, bon bah voilà, tu montes une vidéo etc, c'était quand même beaucoup plus classique, maintenant t'as vraiment une force grave au montage, Mm. et donc les gens ont envie de voir un peu plus à quoi ça ressemble, Ouais. et se projettent peut-être même encore plus dans des métiers où tu travailles avec des youtubeurs. Genre quand tu penses à l'audiovisuel, tu penses plus forcément au ciné, Ouais. tout comme ça, tu penses aussi aux réseaux sociaux, à YouTube et tout. De ouf. Après, tu vois, typiquement, mon seul regret, moi, c'est de ne pas avoir commencé à apprendre le montage avec le cinéma. Ok. Genre, parce que le cinéma, ça t'apprend les choses dans le bon sens. Euh, le cinéma, en fait, quand tu décomposes, c'est tellement compliqué. Ne serait-ce que dans ouais, le scénario, le storytelling, l'édito, la manière dont tu composes tes images, dont tu construis des histoires. Et du coup, ça fait que moi, j'ai appris, comme on a dit au début, avec des youtubeurs. C'est-à-dire que j'ai un peu appris à l'envers. Et ça, c'est un truc où je suis en train de corriger là, en ce moment. Parce que j'essaie de m'éduquer à la vision cinématographique. Parce qu'aujourd'hui, même sur YouTube, les codes qu'on utilise, qui ont été dynamisés et tout, mais c'est des codes, des mécaniques qui viennent du cinéma. Oui, bah oui. Et du coup, mais je comprends ce truc d'effectivement, aujourd'hui, quand tu penses au visuel, tu te tournes aussi vers l'influence ou les créateurs de contenu en ligne. Parce qu'il y a des trucs de plus en plus ouf, en vrai. Mais ça reste quand même une petite portion. Genre, il y a beaucoup de monteurs, mais des monteurs qui montent pour des Squeezie et tout, c'est vraiment quand même une assez grosse minorité. En vrai. Et quand tu dis que tu regrettes de ne pas avoir commencé par le cinéma, qu'est-ce que tu essayes de rattraper aujourd'hui que tu savais pas à l'époque? Bah, j'ai mis très longtemps déjà à comprendre sur un projet multicaméra la logique derrière les changements de caméra, les changements de valeur de plan. Je me disais pas du tout que je vais changer de caméra pour maquiller un cut, par exemple. Ce qui est élémentaire. Ce qui est tout simplement élémentaire. Mais je me disais pas ça. Je le faisais plus ou moins bien. Franchement, ça c'était pas déconnant. Je le faisais Mais assez... tu cachais pas le cut? Si, des fois je le faisais pas du coup. Tu faisais pas Mais exprès en fait. ouais, en fait, je faisais pas exprès de bien le faire. C'est juste que je te dis, j'ai tellement. Je me suis imprégné de tout ce qui se faisait. Je copiais juste les mécaniques de montage de tout le monde. Ouais, ok. Que j'avais pris une rythmique qui faisait que, effectivement, il y a des fois où on a l'impression que je cache les cuts avec les changements de câble, mais fondamentalement, je le faisais pas dans ma tête, je le conscientisais pas pour faire ça. Et du coup, ouais, c'est en parlant avec des gens, et puis en apprenant, en bouquinant et en essayant de me taper des films que je suis en train d'apprendre ça et que je me rends compte de l'écart et du fossé qu'il y a entre ce que je pensais savoir, qui n'est pas obsolète parce que ça fonctionne, c'est juste que j'ai pas appris de la bonne manière. C'est comme si, je sais pas, Oui. t'apprends du vélo en étant à l'envers. Genre, tu vas. Enfin, bon, c'est un peu dur, mais Ça marche pas. ça marche pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux faire du vélo en étant à l'envers. Je suis sûr qu'il y en a qui y arrivent. Ouais. Ça fonctionne, ça avance, Ouais. mais tu le fais pas bien. Oui, non, je dirais plus à la limite que tu faisais les choses mais sans les conscientiser, du coup, Ouais. tu pouvais pas mettre des intentions et être C'est ça, pleinement ouais. dans la créativité de tes montages parce que tu faisais sans T'as t'en bien rendre compte. rebondi. Et ouais, en fait, je te jure qu'à un moment, t'atterris dans un truc de. T'es limité dans ta progression parce que Bah quand oui. tu commences à décomposer les montages de Squeezie, par exemple, qui sont millimétrés, ou même des films et tout, en fait, tu te dis, bah putain, mais même dans la composition d'images, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, la règle des tiers, les trucs comme ça, les repères visuels, ça, j'avais conscience de ça, je sais que ça existe, mais je me disais pas qu'on pouvait l'appliquer à une vidéo YouTube. Je pense aussi que c'est parce que YouTube a grave évolué aussi. Ouais. À l'époque, t'avais pas forcément... Enfin, j'ai pas le sentiment que les vidéos étaient étalonnées.
avait des transitions, des trucs comme ça. Genre Kaizen, par exemple, il a grave un peu ramené ce truc beaucoup plus cinématographique, des choses comme ça, où maintenant, bah, les gens, ils ont envie de faire toujours plus et de montrer toujours de la qualité et tout ça. Et donc, t'as aussi pas été victime de ça, mais en vrai, à l'époque, on t'en demandait pas tant. Et là, Ouais, c'est aujourd'hui, vrai. tu rattrapes ton retard parce que du coup, t'étais pas dans ça, mais... Je suis d'accord. Mais le seul truc, moi, qui m'a fait me mettre un peu mal, et c'est pour ça que je suis en train de mettre les bouchées doubles, c'est que comme j'ai été pris pour une figure du montage en France sur Hmm. Internet, parce que j'ai fait du contenu et que j'étais le premier à péter, c'est-à-dire que t'as le côté légitimité, t'as le côté représentation, t'évites de montrer de la merde. Genre tous les tutoriels que j'ai fait, j'ai tous repris un par un, je me suis dit, oh, j'espère que j'aurais pas appris un truc un peu faux. Franchement, non. C'est juste des fois, par exemple, je veux pas utiliser les bons mots, mais globalement, tout est fonctionnel. Et Hmm. ça a aidé des dizaines de milliers de personnes. Euh, mais c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai envie de pousser le niveau, j'ai envie d'apprendre juste à faire ouais, des beaux trucs, comprendre pourquoi, quand je regarde un film, tout s'enchaîne parfaitement, tout est beau à l'image, genre mon œil, il kiffe ce qu'il voit. Ça, c'est un autre niveau. Mais ouais, Kaizen, comme tu as cité, putain, par exemple, Kaizen, c'est une grosse leçon de sound design. J'adore le sound design. Hmm. Kaizen, c'est énorme niveau sound design, niveau storytelling, le format documentaire. Bon, il y en a qui sont pas d'accord, mais pour moi, Oui, oui. ça reste dans un format documentaire. Et c'est trop intéressant. C'est Quentin Eden qui monte ça, qui est pareil, un monteur qui a fait de la pub, il a fait de la télé et tout. Il est très fort. Il a fait même des films. C'est là que tu vois le gap entre certains monteurs, ne serait-ce que dans la gestion du rythme qui est millimétré, par exemple, même sur Kaizen, tu sais, quand tu laisses des blancs, c'est intentionnel. Là où moi, j'étais plus en mode, toute ma carrière jusqu'à encore il y a 1 ou 2 ans, et parce qu'en vrai, les algorithmes étaient taillés comme ça, c'est on optimise la rétention d'audience en laissant le moins de blancs possible. Donc Ok. même les blancs, j'élimine, sauf cas exceptionnel. Alors qu'en fait, aujourd'hui, tu n'as plus besoin de faire ça. Tu as juste à avoir une bonne vidéo, une bonne édito, et en fait, si ta vidéo elle est bonne, si elle est bien construite, t'as pas besoin de surdynamiser à la mort pour garder les Oui. gens. Mais après, est-ce que c'est pas aussi parce que TikTok a tellement été dans ce truc de on va hyper vite, etc., que finalement, les youtubeurs, ils ont décidé de prendre le contreparti de faire des formats longs, et du coup, maintenant, t'as aussi la possibilité de faire ça. Je pense que, alors sur YouTube, en tout cas, il y a un truc un peu universel. À l'époque, c'était les vidéos de plus de 10 minutes qui étaient. Tu pouvais mettre plus de pubs sur les vidéos de plus de 10 minutes. Et en fait, avec le temps, l'algorithme a juste poussé les vidéos de plus en plus longues. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, le Hmm. vlog que j'ai monté pour ma suite, il fait 1h40. Et puis, il y en a qui disent que c'est long, mais globalement, aujourd'hui, des vidéos de plus d'1 heure, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sortent chaque semaine. Et en fait, c'est juste parce que l'algorithme les pousse, parce que ça rapporte aussi plus pour les créateurs. Mais sinon, je pense pas que d'eux-mêmes, ils seraient allés vers des trucs forcément plus longs. C'est juste que YouTube veut garder plus de gens plus longtemps sur la plateforme. Ok. C'est juste ça. Et justement, pour faire effectivement contrer le truc de TikTok et tout. Aujourd'hui, ils veulent garder les gens plus longtemps pour qu'ils évitent d'aller justement sur TikTok et tout, scroller. Mais le fait d'être très dans le dynamisme et tout, c'est ça qui a fait aussi que mes contenus short que je montais pour moi, ils prenaient aussi. Parce que du coup, pour le coup, Oui. TikTok, c'est 100% rétention d'audience. Et tu dois faire des explosions de dopamine dès que le mec il scrolle. Tu dois le happer, tu dois plus le lâcher. Et c'est là où j'étais bon. Mais c'est pas ça du vrai montage. C'est du montage pour les réseaux sociaux, ça fonctionne bien. Pour de Oui. l'acquisition, pour avoir des vues et tout. Mais c'est cool, je pense, de se reposer sur ce qu'est fondamentalement le montage, le cinéma, l'image et tout ce qui va avec. Oui, tu réapprends le rythme au-delà d'avoir juste cet aspect efficacité Mhm. et genre on fait bouffer des trucs aux gens, quoi. Ouais, c'est genre. Je pense que quand j'étais un peu plus jeune, c'était vraiment un truc, tu mets un entonnoir et tu sais, tu les forces à bouffer. Allez, prenez plus d'infos, prenez plus d'effets sonores, là, ta, ta, ta. Maintenant, je pense que c'est plus cool de le créer, faire de la parcimonie et de justifier chaque truc, chaque effet, il a un sens. Quand je mets une transition, pareil, avant j'aimais bien me mettre plein de transitions. S'il n'y a pas besoin de transition, pourquoi je mets une transition? Même carrément maintenant, donc j'ai eu ma période où j'ai arrêté d'utiliser des whoosh, tu sais, des souches un peu banales. J'ai opté pour les fondus au noir. Parce que voilà quoi. Même maintenant, j'utilise quasiment plus de transition. Je fais juste des L ou J-cut. Ça me suffit. Et c'est bien en fait. Genre, pas besoin d'en faire des tonnes. Mais c'était, bah, voilà, les trucs couches, c'était très youtubesque. Et donc, Oui. voilà, maintenant j'apprends, on grandit. J'ai 24 ans, j'ai eu 24 ans il n'y a pas longtemps. Enfin, voilà. Je mûris peut-être. T'évolues, mais t'évolues en même temps que YouTube aussi, Ouais, donc de c'est ouf. normal. J'évolue, mais je me mets une pression parce qu'il faut que j'évolue plus vite, en vrai. Ok. Et j'ai hâte de. Ouais, j'ai envie de faire des projets, c'est très dur. Voilà, quand je prends une caméra, que je la pose, que je filme, c'est pas du tout comme je veux. Donc j'essaie d'améliorer ça et c'est trop dur. Et je respecte de ouf, du coup, ceux qui sont dans l'audiovisuel.
qui font leur petit métrage et tout, c'est tellement couilles. Faut beaucoup de cran pour faire ça en vrai de vrai. Est-ce que tu as des personnes qui ont pu justement te critiquer quand tu disais que peut-être que t'avais pas le bagage comme d'autres personnes et que du coup t'étais quand même un représentant du montage en France? Est-ce qu'il y a des gens justement qui disaient que t'étais un peu un imposteur ou en vrai c'est toi qui te mets cette pression-là tout seul? Publiquement, non, en vrai, parce que mine de rien, en vrai, quand tu dézoomes, que ce soit sur les tutoriels TikTok, de la chaîne tutoriel que j'ai lancée, même les streams, Ouais. en vrai de vrai, j'ai aidé gratuitement plein de gens à apprendre Oui, le oui. montage. À l'époque, c'était pas forcément. Là maintenant, t'as tout. À l'époque, c'était moins le cas. Et puis, du coup, j'en ai aidé beaucoup. Genre, franchement, même dans la rue, là, si tu prends sur les 2 dernières années, le nombre de personnes qui sont venues juste pour me. Pas de mastu ou quoi, juste ma chaîne tutoriel et tout, ou même de mes streams, ils sont en mode merci mec, parce qu'aujourd'hui, je monte des vidéos grâce à toi. Là. Ok. Donc, ça, trop cool. Juste quand j'ai annoncé du coup ma formation, parce que avec le temps, je me suis dit, il me faut une plateforme. Je te fais une transition de ouf là. J'allais te parler de Editing 360, donc c'est très bien. Bah, ouais, du coup, quand j'ai commencé à annoncer que je voulais faire une plateforme pour permettre aux gens d'apprendre, et que j'ai employé le mot formation, parce que je savais pas que le mot formation était mal vu à l'époque. Il est mal vu de ouf, et c'est normal, parce qu'en fait, quand tu creuses, il y a tellement d'abus. L'infoproduit, n'importe qui peut lancer un infoproduit. Oui, mais comment t'aurais pu l'appeler si c'était pas formation? Dans tous les cas, t'avais pas le Aujourd'hui, choix. on a fait un travail aujourd'hui, j'appelle écosystème, mais parce qu'en vrai, c'est un vrai écosystème. Ok. Genre aujourd'hui, enfin, on y reviendra plus tard, mais c'est vraiment beaucoup plus large qu'une formation, en vrai Ok. de vrai. C'est juste qu'à l'époque, j'étais en mode, bah, on me demande toujours plus de notions, on me demande toujours plus de questions. Euh, Moi, j'ai mes projets perso, et surtout, j'avais des trucs en tête. Même la EditingCon, tu vois, j'avais déjà des trucs en tête comme ça, comme un événement et tout. Et avec un bon salaire de monteur, surtout que j'étais sous-payé, et surtout que je m'en foutais de l'argent. J'étais sous-payé beaucoup parce que je m'en foutais de l'argent. Ok. Donc j'étais en mode, je m'en fous tant que moi je suis logé chez ma mère en plus à l'époque, donc j'en ai rien à foutre, hein, juste tant que je peux me payer ma bouffe à midi et tout, je m'en fous. Et du coup, je me suis dit, voilà, bah écoute, pour avoir un levier financier, plus tenter de faire d'autres choses, je vais lancer une formation. Donc à l'époque, je l'annonçais beaucoup. Elle a eu Tu un l'as an, lancé à quel âge? je sais plus, C'était à putain, combien de temps? je sais plus, j'étais déjà majeur hein, quand même. Oui, bah je m'en doute. Ouais. Bah non, mais quand même. Non, je crois que je l'ai annoncé quand j'avais 20 ans ou 21. Ok. Je l'ai annoncé en vidéo et du coup, il y avait un running gag parce qu'elle a eu 1 an et demi de retard, presque 2 ans. Ok. J'ai pris énormément mon temps, mais parce qu'en fait, j'ai pris mon temps parce que justement, j'ai commencé à avoir des personnes, quelques-unes, il y en a deux, trois, qui me disaient il y a des personnes qui ont peur que tu lances ton truc et tout. Parce que bon, t'as des personnes qui avaient peur parce que, comme j'avais une énorme portée, tu sais, je peux influencer beaucoup Mhm. de choses. Il y en avait aussi qui avaient peur d'être mis sur le carreau parce que, ah putain, il va donner plein de secrets, plein de trucs techniques à une énorme masse Pas et ça bête. fait peur. Donc, ça, à la limite, vas-y, ça c'est légitime. Et t'en as d'autres, t'as un mec et tout qui m'avait dit tu devrais pas lancer de formation, parce que t'es pas légitime, t'es pas là depuis si longtemps que ça, t'as pas monté des docus, t'as pas un truc et tout. Et à l'époque, j'avais pas trop compris ce truc. J'étais juste en mode, bah, t'es en train de me dire ce que moi je dois faire. Et ça j'aimais pas trop. Genre, j'étais en mode. Puis la manière dont c'était dit, c'était pas bon. C'était beaucoup de hate, beaucoup de haine. Bref, c'était tout un contexte qui faisait que c'était trop bizarre. Mais par contre, aujourd'hui, je me dis, ah, quand même, on avait des trucs à apporter en vrai de vrai, bien plus que pour avoir acheté toutes les formations, toutes les putains de formations, mais y compris à l'étranger. On a poussé une quantité de cours avec une pédagogie, plus un circuit très spécifique qui permet de juste être en quelques semaines slash mois prêt à monter et à devenir freelance en montage. Ok. Donc ça, c'était un peu vraiment abusé. On n'a jamais promis X chiffre d'affaires, gagne 3000 € par mois, on n'a jamais dit ça parce que ça, tu peux jamais promettre ça. Et si on promet ça, d'ailleurs, en vrai, c'est faux. Où il y a des petites mentions légales où le mec va te rien à foutre. Juste, moi, je balance tout ce qu'on a à voir. Il y a Majin, motion designer de renom, Alexandre, du coup, dont on a parlé tout à l'heure, qui me rejoignent sur le projet. Parce que je me dis, vas-y, moi, j'ai des connaissances, mais c'est encore mieux si on est trois. Putain, ça fait une explosion de connaissances pour les gens. Donc ça fait par exemple moins d'argent pour moi à l'époque, mais je te dis, j'en avais rien à foutre. Je voulais juste faire un bulldozer, le truc le plus cool possible, le plus avancé possible pour une formation en montage. Et que ouais, donc, les 2-3 échos que j'avais eu m'avaient fait un peu cogiter. J'étais en mode putain, mais dans quoi je me lance et tout. Et donc voilà, c'est le seul moment où dans ma carrière on m'a dit un truc un peu négatif qui m'a marqué. Sinon, globalement, en fait, t'as rien à me dire. Enfin, quand je fais des tutoriels gratuits, enfin, tu veux dire quoi sur un mec qui fait des Oui. tutoriels gratuits et qui s'amuse? Oui, mais là, comme il y avait de la rémunération, forcément, ça pose des questions au niveau des gens. Bah ouais, ouais, dès qu'il y a de l'argent, t'es en mode. Puis en plus, je t'ai dit, depuis Editing, il y en a beaucoup qui me voyaient vraiment comme un Qatari ou un multimillionnaire ou un businessman. Parce que j'ai fait des trucs aussi un peu qui font que.
Oui, parce que tu jouais le jeu aussi. Ouais, parce que oui, par exemple, la deuxième version qu'on a sortie et tout, j'arrive en hélicoptère avec un costard. Ah ouais, Ouais, on a fait une pub. C'était en même temps que la pub dans le métro. ok. On a fait une pub où j'arrive en hélicoptère avec un costard, avec une arme à feu, avec une Lamborghini. Oui, Parce qu'en ok. fait, justement, là, je voulais jouer, j'étais en mode, bon, ok, vous me voyez comme ça, on va faire ça. Alors que je le jure que on ne s'est pas payé avec editing, quoi. Genre, j'ai pas pris de l'argent personnel depuis genre, j'ai tout réinvesti. Oui. Il y a eu de l'argent, mais qui est parti dans tous les projets. Le Grand Rex, 150 000 euros. La billetterie, c'est 35 000. Les sponsors, je peux pas dire exactement, mais on arrive à moins de 70 000 avec les sponsors, je pense. Ouais. Allez, 80 000 en vrai. Tout le reste, c'est editing, hein. Et j'avais 100 000 euros sur la trésorerie des editing avant, avant le Grand Rex. Après Grand Rex, la trésorerie, elle a Oui, mais du coup, rampé. c'est quand même un projet editing. Du coup, ça t'a permis quand même si tu t'es pas payé avec, ça t'a permis de lever des fonds pour ensuite faire d'autres Hmm. projets. Ouais, de ouf. C'est exactement ça. Bah, c'est ce que je voulais en fait. Bah, c'était vraiment mon plan de base que les gens comprenaient pas. Tu sais, ils pensaient vraiment que je voulais juste m'enrichir. Parce qu'en vrai, Oui, mais c'est l'image qu'on a des formations aussi. oui, en vrai, voilà. Et puis en vrai, de vrai, même quand tu lances une société, parce que du coup, c'est une société maintenant, le but c'est d'enrichir la société. C'est c'est le capitalisme, c'est mathématique. Mais du coup, tu sais, le capitalisme dans un métier créatif, et je peux comprendre, c'est problématique. Mais du coup, oui, t'as ce truc de légitimité. Et moi, il y a un truc que j'ai dit aux gars, parce que ça m'a un peu rongé la tête. Je me suis dit, bon, écoutez, les gars, on va. Pendant 6 mois, ils sont venus chez moi, c'était vraiment trop dur à mettre en place. C'est long à apprendre à être pédagogue et tout, c'est très long. J'ai dit, bon, écoutez, on va shot le truc. C'est un produit payant, donc et en plus un peu cher, donc c'est 499 à l'époque. Ok. La Ça a augmenté aujourd'hui? Un peu, c'est 699. Mais la concurrence était à l'époque 3005. J'en ai acheté des Ouais. trucs à hors de prix, et que je m'étais endetté pour acheter la Des concurrence. Français ou du Ouais, coup ça français, n'existait français. pas encore en France? Non, français. Ok. En fait, les formations, même surtout montage, sont mal vues à cause deux formations qui ont fait un abus. Ils ont liquidé toute une génération Ok. de monteurs. Parce que les mecs ont vendu du rêve, ils ont créé un truc ultra malsain. T'avais beaucoup de trucs qui étaient pas normaux dedans, que je peux même pas faire. Par exemple, eux, dans cette formation-là, ils donnaient accès à des logiciels craqués de chez Adobe. Ok. Moi, au début, j'étais en mode, vas-y, on va faire pareil. Ben non. Bah non, en fait. Déjà, t'es insider Adobe, on va éviter. Mais je l'étais pas à l'époque, mais en fait, je me suis Oui, dit, mais mais bon. en fait, je savais tellement qu'on allait m'attendre sur le. Parce que c'est la première fois une grosse tête comme ça du montage, mais c'est vraiment en termes de chiffres, hein. Attention, je me prends pas pour. Lancer un truc, donc je savais qu'à la moindre erreur, on allait se faire caillasser. Genre. Mais et puis dans tous les cas, tu faisais quand même un marketing hyper gros, donc t'étais à la vue de tous en fait, tu pouvais pas Ouais! faire de la merde. Ouais! Et donc il y avait ça, il y avait des trucs qui étaient partagés sans que tu aies le droit, des rushs et tout qui étaient. En fait, il y a trop de trucs, ouais, trop de magouilles pour un prix exorbitant, 3500 euros. Je sais pas si on se rend compte, et si j'avais facturé le prix de la formation, et j'aurais pu le faire parce que je te jure que franchement, les premiers mois du lancement, on était à l'affût en mode, parce que les gens vont dire que c'est surcoté, parce que quand tu payes un truc à 499 balles, je pense que tu te dis en vrai, tu te permets de le dire si c'est nul à chier en vrai. Mais puis là, du coup, vous étiez quand même à destination de gens qui n'étaient pas monteurs. Donc des Ouais. gens qui n'ont pas beaucoup de rémunération, Pas que, hein. sûrement des jeunes. Pas que, ah oui, oui déjà. Oui, mais pas que. C'est En fait, onéreux pour des jeunes, c'est 500 euros. c'est de ouf. C'était pour des gens qui n'ont jamais touché un logiciel de montage et pour des gens qui me suivent déjà, qui ont appris parce qu'ils regardaient mes contenus et qui veulent pousser le level Ok. beaucoup plus haut avec du after et tout. Et donc ça répondait à tout le monde. On a pris les premiers tours. Unanime. Genre unanime. En mode, il y a un truc qui me faisait cogiter, c'est qu'ils arrêtaient pas de dire, même il y en a beaucoup qui disaient, t'aurais pu mettre à 1300 balles que j'ai acheté ta formation. Donc t'es en mode, ah Trop ouais. Mais en fait, c'est juste, quand tu dézoomes, jamais de la vie j'aurais mis 500 balles pour une formation à l'époque parce que j'avais vraiment les moyens de rien du tout. 500 balles, c'est le prix que j'ai mis dans mon. Enfin, c'est le prix que ma mère a mis pour m'avancer le PC qu'elle m'avait acheté et que j'ai remboursé derrière. Et après le recul, genre les élèves qu'on a, ils nous disent le prix, je le rentabilise aujourd'hui en 3 jours, quoi. 3 jours de freelance et je suis gentil, je le rentabilise, t'as ton truc. Donc ça reste quand même très peu cher comparé à la concurrence. Et puis voilà, en fait, tu payes pour des cours. Moi, je paye beaucoup de formations. Ça a été diabolisé, alors qu'aujourd'hui, je paye des formations en motion design de créateurs américains et tout. J'apprends beaucoup. T'as des trucs à prendre partout, même dans les concurrents qui étaient trop nuls. Franchement, tout était nul à chier dans la concurrence, en vrai de vrai. Bon, t'apprends 2-3 trucs et tout. Je pense qu'une bonne formation, c'est juste arriver à faire un truc où les gens, ils apprennent quoi qu'il arrive, peu importe leur niveau, et ils apprennent en grand volume. Et que derrière, et c'est ce qu'on a réussi à créer aujourd'hui, on a développé une web app. On était les seuls à faire ça, en mode plateforme d'enseignement en ligne. C'est comme Netflix. Ok. Pour apprendre le montage, t'as plein de modules, t'as 7 modules.
du montage vidéo avancé, au motion design, au sound design, au mixage, à la captation, à l'entrepreneuriat. Un peu tout pour être, je te dis, monteur vidéo freelance dès que possible. T'as sous chaque vidéo un espace commentaire qui permet d'échanger avec les gens. Il y a des milliers de commentaires qui ont été postés sur la plateforme, donc ça fait vraiment très YouTube. T'as un truc pour prendre des notes. T'as tous les outils, donc t'as la suite d'outils, donc je t'ai dit le cockpit pour mesurer ta performance, pour mesurer tes heures de travail, savoir combien tu factures. T'as tout notre catalogue de ressources. T'as des avantages chez plein de partenaires, des trucs, je sais pas, des mois gratuits offerts chez des banques de sons, des trucs comme ça. Trop bien. En fait, ouais, c'est une panoplie de trucs qui te permettent de te booster. Et je sais pas, il y en a plein. Même moi, je reviens sur la formation des fois parce que quand j'ai un trou, quand j'ai un bug, ouais, j'apprends, je te jure. Mais la formation, elle a un niveau. Sur certains trucs, je suis dépassé moi, par le niveau. En motion design, je suis dépassé par le niveau de la formation. Mais est-ce que la formation, dans un sens, elle t'a pas mis un peu des bâtons dans les roues? Parce que finalement, t'as formé des mini-samis qui sont aujourd'hui un peu tes concurrents. Est-ce que même tu vois qu'il y a beaucoup plus, par exemple, de monteurs qu'avant? Oui. Et qu'il y a beaucoup plus de monde ouais. sur le marché et donc plus de compétition. Après, depuis le Covid, quoi qu'il arrive, il y avait plus de monteurs. Tu sais, il y a eu la phase où il y a plein de gens qui étaient sur leur PC, qui se sont dit ça fait quoi faire, donc ça fait exploser les monteurs. On a eu une petite vague, ouais, effectivement, aujourd'hui, il y en a plein qui savent faire des trucs que moi j'ai gardé très peu de temps pour moi au final, qui m'ont pris du temps à apprendre. Donc ça fait partie du jeu, c'est pour ça qu'il fallait que ça coûte un minimum pour que nous, ça nous permette de financer des trucs derrière, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Mais du coup, ouais, t'as eu plein de personnes. Aujourd'hui, ce qui est plus choquant, c'est que t'as franchement une quantité de personnes qui gagnent beaucoup plus que moi. Parce qu'on s'en fout un peu des chiffres d'affaires, on ne demande pas trop, mais je sais que des fois, je parle à des élèves et tout, et ils me disent ouais, j'ai fait mon premier mois à 6000 balles et tout. Je dis ah, ok. Moi, franchement, j'en ai pas fait beaucoup des mois à 6000 balles. Enfin, ça va, en vrai, je suis pas à plaindre, mais non, ça fait plaisir. Du coup, en fait, tu te rends compte juste que, la formule marche, fonctionne. Donc, effectivement, quand t'as beaucoup de retours du genre, tu te dis ah, c'est vrai que j'aurais pu facturer genre au moins 1000 balles parce que le mec il rembourse ça en une semaine de taf. Mais voilà, c'est pas le cas pour tout le monde parce que t'as des gens même qui ont arrêté avant et tout, c'est pas une généralité. Mais t'en as beaucoup qui, voilà, effectivement, maintenant sont devenus des bêtes. On leur donne des bases sur After Effects aujourd'hui, c'est-à-dire que quand ils ont une idée, ils peuvent la faire parce qu'ils ont techniquement les éléments pour et la logique nécessaire pour savoir comment la faire. Du coup, non, ça fonctionne. J'ai créé de la concurrence, oui. Mais justement, moi maintenant, je suis tellement polyvalent dans ce que je fais tellement de trucs que même si, je sais pas, demain le montage j'ai du mal, je vais me diriger vers le montage, par exemple, de publicité, qui est plus spécifique, parce que maintenant j'ai un bagage en marketing et publicité. Moi, je veux être du côté créa de la publicité. Tu reçois des KPI, donc des indicateurs de performance, tu reçois les briefs des marques, tu dois composer avec des trucs imposés. Par contre, je veux, moi, être créatif, répondre à des messages publicitaires par de la créativité pour rendre la truc plus impactante, moins chiante pour les gens à regarder. Pour moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup et c'est ce sur quoi j'aimerais me rediriger si un jour j'en ai marre du montage YouTube. Mais de la concurrence, non, parce que en vrai, de vrai, j'ai l'impression que si je me mets un énorme tunnel là et que je publie plus de mise à jour, ce qui n'est pas prévu, mais et que je me concentre juste sur moi là, en 1 ou 2 ans, j'arrive quand même, je pense, à me recréer une nouvelle patte, un nouveau truc qui sera pas imitable facilement. Pour l'instant, c'est pas mon but, je suis en train d'apprendre pour l'instant le cinéma. Parce que ça m'apporte un truc que les autres monteurs n'ont pas forcément, c'est-à-dire filmer. Ça me fait prendre de l'avance sur un autre sujet. Chaque chose en son temps, mais ça m'a créé beaucoup de concurrence, mais c'est de la concurrence dans un truc qui me concerne moins, j'ai déjà ma place, moi. Mais attends, là, il y a une question que je me pose. Tu me dis que tu fais des mises à jour. Est-ce que les personnes qui ont payé la formation, ils ont accès aux mises à jour ensuite? Bien sûr. Mais donc, du coup, tu continues, on va dire, à y investir du temps et de l'argent, sans forcément engendrer de l'argent par la suite? Ouais. C'était la promesse que j'avais faite. Ok. Du coup, là où on peut faire de l'argent, c'est sur de l'acquisition. C'est-à-dire, on appelle ça du return. J'ai pas de personnes qui reviennent, qui rachètent sur la formation. Non, parce que du coup, tu leur fais des mises à jour. Genre, je dois, c'est pour ça que c'est très limitant en termes de chiffre d'affaires, c'est que on doit publier des mises à jour pour peut-être d'autres personas. On appelle ça des personas, donc d'autres personnes avec d'autres besoins. Mais ouais, on gagne de l'argent que sur l'acquisition de nouvelles personnes. Ok. C'est un choix. C'est pour ça que derrière, première pub qu'on fait, c'est un truc qu'on diffuse au cinéma et qu'on fait avec des moyens de cinéma, quoi. C'est du jamais vu. À l'échelle même mondiale, hein, pour une formation, ça n'existe pas de faire des trucs aussi gros. Et c'est en mode la manière qu'on avait de dire, ok, carrément le tout premier spot qu'on avait fait, c'était un truc que j'avais fait moi-même. J'étais déjà dans le truc bizarre, je m'en souviens, je l'ai oublié parce que je l'avais fait à la main. Et que, il est encore sur les réseaux? Il a été posté que sur Twitter, ce truc. Parce que j'ai jamais vu. Et c'est un petit spot où j'avais pris un aéronef, donc un petit avion,
J'avais déjà été dans un appart, j'ai pris mon drone, j'ai pris une caméra, une FX3 avec mon gars, et on a filmé un peu ce truc de on décolle. J'avais taclé un concurrent dedans, donc c'est pour ça que je l'ai pas trop mis en avant, parce que même le concurrent il m'avait contacté, ça l'a mis un peu mal et tout. Parce que ce truc là avait pété à l'époque un peu en mode. C'était décalé. Et du coup, forcément, ça faisait réagir. Et je me suis dit, bon, vas-y, on continue sur cette lancée-là avec le spot pub au cinéma, qui était très compliqué à mettre en place, mais qui était vraiment cool en termes d'expérience. Et c'est là d'ailleurs où on s'est rencontrés. T'étais script dessus. Et derrière, la pub dans le métro parisien, parce que pareil, c'est un indice de confiance un peu. Si t'es dans le métro, c'est que t'es pas une arnaque en vrai. Est-ce que tu peux être une arnaquette dans le métro ou Je- c'est juste un je pense indice de pas. confiance parce que t'as de l'argent? Comme les pubs à la télé. Ah, mais même à la télé, hein, c'est filtré à la mort. Hein. Oui, mais je En veux fait, dire, c'est un indicateur de par confiance exemple, aussi, une pub qui passe à la télé. Alors que des ouais, fois, il y a voilà. des trucs. Alors ouais, en fait, ça dépend sur quelle chaîne. En fait, ça dépend sur quel canal tu vas communiquer. Si tu vas Ok. communiquer, par exemple, tu envoies une pub, comment dire sans dénigrer, t'envoies une pub sur TMC à 3h du matin, là, tu vas avoir des pubs un peu chelous, un peu. Donc là, effectivement, on baisse un peu en gage. TF1, peu importe l'heure, t'auras pas des pubs comme ça. Donc moi, je priorise les canaux premium de communication. C'est-à-dire, au lieu de faire de l'Insta Ads classique, on va faire du métro. Et même dans les stations de métro qu'on choisit, on a choisi Opéra, on a choisi Madeleine. Donc des trucs un peu, Sympa. voilà. Ouais. Vous avez fait que dans 2 stations de métro? Non, on a fait un circuit de plusieurs stations euh, sur la continuité de Opéra et Madeleine. Ok. Et on en a mis plein des affiches. Genre plein, plein, plein. Ouais, pareil, ça c'était très cool. C'était un peu décalé, je voulais avoir ce truc un peu pas prise de tête, donc je mettais des vannes en fait. Tu sais, je mettais des vannes de monteur sur les. Oui, c'était quoi déjà la vanne que t'avais Il y mis avait un sur média le. offline, donc un truc qui, quand on rush est corrompu sur Premiere Pro et que tu fais un rendu, ça affiche un média offline. C'est un Ok. peu la phobie des monteurs Oui. sur Premiere. Du coup, j'ai fait un visuel qui ressemble exactement à ça. Ok. Tout rouge, donc rouge flashy dans une station de métro, ça se voit à la mort. Je Et crois que je l'ai jamais vue. Tu l'as déjà mis sur tes réseaux, celle-ci? ouais, elle est disponible sur l'Insta d'Editing 360. Ok. Et t'as la deuxième, parce qu'il y en avait deux, j'en avais fait deux. La deuxième, c'était ma tête en énorme. Et j'avais dit, je m'affiche ici par pur ego et je forme des monteurs aussi. Oui, mais c'est ça en fait. C'est que vraiment, genre, l'image que tu renvoies, c'est quelqu'un qui a de l'ego, c'est pour ça aussi. Ouais, mais je joue sur ça, mais en vrai, tu sais, c'est comme ma description, tu sais, c'est gros bonnet du montage français, entre parenthèses modeste avec un chat. En vrai, enfin, enfin, je sais pas. Je pense qu'il y en a vraiment qui prennent ça premier degré, moi, ça me fait juste rire. Et ouais, pareil. Et du coup, oui, pareil, pour continuer, la pub pour la V2, là, on arrive avec. Ouais, costard, hélicoptère et tout, pareil, ça c'est un délire. Costard, hélicoptère, après on est dans une foule de personnes qui tiennent une pancarte avec ma tête, avec le logo, avec mon pote, le nom de mon pote entouré avec un cœur. C'est que des trucs un peu voilà, décalés, mais C'est la culture internet aussi. c'est culture internet, et puis c'est surtout avoir ce truc de regardez comment on pousse le délire. Et je trouve qu'il y a eu à la V2 d'ailleurs, justement, parce qu'on a pris, tu sais, on a pris un studio à Paris avec un écran géant. Ok. C'est des gros trucs d'écran pour faire une genre de keynote, pour annoncer toutes les nouveautés, pour annoncer ce qu'on a fait en un an. Parce que je voulais absolument montrer aux gens regardez, en fait, on a vraiment tout réinvesti, que ce soit en temps ou en argent. On veut juste faire évoluer le truc et ça a un peu fonctionné. Et du coup, c'est pour ça que dans la continuité, même si c'était un peu indirect, je voulais faire la Editing Con, qui est un événement du coup pour les monteurs. De base, je voulais que ce soit un événement dédié aux élèves de la formation pour voilà, qu'on se réunisse. Et je me suis dit, et pourquoi ça peut pas être. Bah ouais, parce que je suis en mode. Je sais pas, je voulais faire un genre de cours pendant un une truc journée. Exclusif un peu? Pour Ouais, récompenser les personnes qui étaient là ou vraiment c'est ça. c'était juste ok. Mais Et j'étais du en coup, mode. ça aurait été payant? Non, 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 ils sont déjà. J'ai pas envie de faire payer 10 000 fois les gens. C'est comme si à chaque mise à jour, je les faisais Oui, payer en mais plus. donc comment t'aurais pu financer la Editing Con si les gens ne Ah non, payaient mais pas? moi, les prémices de ce truc, c'était juste, je voulais qu'on prenne une salle de classe et qu'on dise aux gens, vous venez Ah pendant une oui, journée et on ok. se pose, on fait un Rien à goûter. voir. C'est rien à voir, hein. Non, parce que la Editing Con, elle s'est passée au Grand Rex, ça n'a La rien à voir. Con, c'est au Grand Rex, c'est. Quand tu décomposes, c'est une dinguerie. Genre, Joe Green et tout en ouverture, il y a des stands, il y a. Franchement, Mais c'était. comment? Parce que donc du coup, l'idée de base, c'était de faire un truc pour les personnes qui avaient la formation dans une salle de classe. Comment ça a escaladé pour en arriver jusqu'ici? Qui sont les personnes qui t'ont peut-être dit, Samy, stop? Qui sont les personnes qui t'ont peut-être engrainé dans ton truc et qui t'ont suivi par la suite pour permettre à ce que ça existe? En vrai, tout le monde m'a dit stop, hein. Ok. Et toi, t'as... Tout le monde m'a dit stop. Ouais, mais moi, tant que j'avais l'aval de Magine et Alex qui ont fait le truc avec moi, qui y voyaient pas de problème,
Et c'était en mode, ils rigolaient carrément, je sais pas s'ils pensaient que j'étais sérieux. Mais du coup, c'était pas le Grand Rex au début d'ailleurs, hein. C'était une salle plus mesurée, c'était à la Mega Place. Mais c'était en périphérie de Paris, c'était à 1 heure, donc on s'est rendu compte que c'était peut-être problématique pour faire déplacer les gens à 1 heure. Déjà que l'affaire à Paris, en vrai, il y en a beaucoup de personnes qui viennent pas à Paris, donc ils font déjà le déplacement. Du coup, ouais, je me suis dit, en fait, pourquoi transformer un truc un peu corpo, un peu individualiste, par un truc plus communautaire, plus en mode fête du montage, événement du montage, ça n'existe pas. Et j'avais envie de faire un peu d'événementiel, et je me suis dit, vas-y, on va dedans. Mais c'est un gouffre de temps, c'est extrêmement chronophage et financier, malheureusement. Mais on aurait pu le faire moins cher et tout, plus simple. Ça aurait pas été comme moi je veux, et du coup je voulais le faire à fond. Donc le problème de vouloir faire à fond, c'est que voilà, plus les mois passent, plus putain, ça rajoute des trucs quoi. Mais là, au final, j'ai l'impression que du coup, tous les projets que tu as entrepris, en vrai, ils ont pas été. C'est pas qu'ils ont été rentables. Ah si, non. Mais au final, genre, tu les as plus fait pour le kiff. Ah ouais, non, financièrement c'est pas rentable. Je te dis, Ok. en fait, dès le moment où moi j'ai pas mis je me verse pas de dividendes à la fin de l'année, c'est pas rentable, hein. Ça me génère pas plus d'argent. Là actuellement, je dois même, vu que ça m'a pris tellement de temps cette année, je dois faire même moins de chiffre d'affaires du coup, parce que moi j'ai ma micro là où je facture mes montages. Mhm. Franchement, je fais à peu près le même chiffre que les années précédentes, peut-être, ou même moins. Mais c'est ça, moi c'est ma freelance qui me paye ma vie. C'est pas l'editing. Et du coup, non, l'editing c'est juste pour apprendre des trucs. Parce qu'en fait, que ce soit dans la pub, dans le marketing et tout, sachant que je passe pas par des agences, hein, je fais tout moi-même avec mon petit Mac. Que ce soit faire les visuels là pour le métro. Ah ouais? Ouais, C'est toi qui as fait les visuels pour le métro? pour le métro, et c'est Meganini parfois que j'embrasse, Tanguy, qui passe à la conformisation, c'est-à-dire Ok. que s'il y a des trucs qui ne vont pas, ou si j'ai besoin d'aide pour transformer en vectoriel, il m'aide. Parce que le vectoriel, j'ai mis du temps un peu à capter comment ça fonctionnait. Parce que tu sais, il faut des trucs voilà, vectorisés pour imprimer en grand. Et ouais, c'est juste pour le print, parfois j'avais un peu besoin d'aide, mais sinon je faisais globalement les trucs moi-même. J'avais payé de base des graphistes parce que je voulais avoir un truc un peu clean, mais j'ai pas aimé ce qui m'a été livré. Et ils étaient un peu en retard. Donc je me suis dit, bah vas-y, bah, on va faire moi-même, hein. J'ai appris à faire beaucoup de choses moi-même. Ok. Et ouais, l'editing, non, mais ça fait cogiter. L'editing con, c'est trop. Pourquoi ça te fait cogiter? C'est très dur parce qu'en fait, là, j'ai envie d'en faire une deuxième. Pas au Grand Rex, parce que le Grand Rex, je voulais juste le faire pour le nom, mais c'était pas le plus adapté pour une convention de monteur. Parce que t'as pas le format exposition, le format stand, le format networking, les espaces sont pas forcément adaptés. Mais je voulais le Oui, faire t'as vraiment uniquement l'aspect en fait spectacle un peu où tu viens ouais, assister à quelque chose, mais tu pouvais pas faire un. spectacle et le nom quoi, du Grand Rex. C'était un peu c'est l'épicentre du cinéma en France. Tu sais, c'est super symbolique. Il me fallait, pour la première édition, si je voulais la reconduire, il me fallait un gros nom, il me fallait de quoi faire de la réassurance derrière en mode. La première édition, on l'a quand même fait au Grand Rex, les gars, pour que vous mesuriez un peu le Est-ce que niveau. t'avais déjà en tête que ça pourrait avoir une deuxième édition? Ouais, Ok. si ça fonctionne, ouais. Et aujourd'hui, j'ai envie d'en refaire une deuxième. Pas parce que c'était prévu, genre je me serais pas forcé. Juste parce qu'il y a trop de trucs qui sont pas passés comme moi j'aurais bien voulu. Il y a trop de trucs qui sont perfectibles à améliorer. Donc j'ai envie d'améliorer, j'ai envie de faire une version améliorée de l'événement. Et du coup, voilà, c'est juste qu'il faut que là, je trouve un moyen d'avoir un business model plus normal. Parce que le billet d'entrée, il était à 20 euros. Le truc, j'avais mis un truc VIP à 99, je crois, 90. Mais du coup, ouais, la billetterie, elle n'a pas assez rapporté. Donc, il faut que je vois comment rendre le truc viable. Peut-être avec plus de marques, plus de soutien. Je sais pas s'il y a des aides. Pareil, j'ai jamais. Est-ce que tu fais tout d'aide. seul? L'editing con, au début, Oui. j'étais tout seul. Et après, t'es obligé de faire appel à une prod qui est Motaïba en l'occurrence. Ils ont géré de ouf. Toute une équipe, genre, ils étaient vraiment beaucoup, hein. Mais ouais, t'as plein de gens ultra talentueux qui ont mis la main à la pâte et puis qui ont géré tous les aspects. Parce que quand tu décomposes, il y a 30 000 trucs à gérer. Dans la logistique, dans l'organisation, dans la sécurité, dans l'enchaînement des choses, dans la technique. Donc tout seul, impossible, hein. Impossible. Et plus eux, ils avaient un peu des contacts également aussi qui pouvaient m'aider. Mais le jour J, ouais, il y avait quand même une quarantaine de personnes du staff, je crois, hein. Il y avait au moins 40 à 50 personnes entre la sécu, les hôtesses, les mecs de la technique. Puis c'est un show, quoi, tu vois. Il y avait de la pyrotechnie, il y avait Joe Green et tout au début. Donc en vrai, ouais, quand tu cumules, il y a quand même beaucoup de monde. Et puis il y avait mes potes aussi, il y en a un qui m'ont beaucoup aidé. Quentin, Rémi, Jeannot, Iliane,
Ryan, j'en profite, hein, genre, fais un petit bisou. Heureusement qu'ils étaient là, Antoine aussi. Heureusement qu'ils étaient là parce que trop stressant. En vrai, j'ai jamais été aussi stressé de ma vie que ce jour-là. Parce que comment tu l'as vécu? Parce que t'as quand même beaucoup géré de choses. Après, t'étais quand même un peu l'animateur, enfin le présentateur. Ouais, j'étais le host. Ça devait pas être moi. Ah ouais? Ça doit être qui? Moi, je voulais une fille déjà, parce que je trouve que c'est beaucoup, on est très masculin. Que déjà dans ma line-up, on m'avait reproché un peu que la parité soit pas ouf. Il y avait une fille? Il y avait une fille, ouais. Il y avait qui? Il y avait Illusion, très forte, qui fait de la déco pour des sets de télévision. Ok, donc même pas du montage au final, t'as quand même reçu des personnes qui faisaient pas du montage. Ouais, parce que la Dating Con, c'est le fil rouge, t'as du montage vidéo. Ok. Mais on fait le prisme de l'audiovisuel avec comme fil rouge le montage. Ok. Donc t'as fait t'as motion design, t'as réalisation avec Théodore Bonnet, guest de malade. T'as le son, le mixage avec mon poteau SamStation. Et t'as plein d'autres personnes, des influenceurs, des créateurs de contenu. Je voulais qu'il y ait une pluralité dans les profils pour que n'importe qui vienne trouve à un moment ou à un autre son bonheur dans les interventions. Ok. Que j'ai demandé à ce qu'elles soient pas super techniques parce que je voulais pas endormir les gens, je voulais voir si ça passe. Oui. Par exemple, si je fais une deuxième édition, on entrera beaucoup plus dans le dur. Ok. On permettra aux gens d'avoir un programme, deux programmes, je pense. Un programme avec une première scène, là où c'est plus accessible, et un programme avec une deuxième, là où il y a, je sais pas, des workshops ou quoi, où c'est un truc qui rentre plus dans le dur technique pour que les mordus du clavier, là, ils puissent s'en prendre plein les mirettes, avec des trucs très techniques. Ok. Et donc, du coup, tu disais que donc, si tu voulais qu'il y ait une fille en présentatrice, on peut venir dessus, mais du coup, au-delà de ça, est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui sont venues même à la Editing Con? De ouf. Ok, trop cool. Ah, de ouf. Je crois qu'il y avait presque 50-50, hein. Ok. Ce qui est ouf ici, mais du coup, ouais, putain, il n'y avait qu'une fille. Donc, même pour une meuf, je me dis, je viens à l'Editing Con, il n'y a qu'une seule fille sur scène. Ouais. C'est moi, ça la fout mal. Donc, non, même au-delà d'avoir une fille qui est sur scène ou qui hoste l'événement, j'aurais bien voulu avoir plus de filles dans ma line-up. C'est juste qu'en fait, déjà, il y a un truc auquel j'ai été confronté, c'est que beaucoup de filles ne sont pas juste à l'aise au fait de parler au public. Genre, statistiquement, j'ai eu beaucoup plus de refus parce que les gens n'étaient pas à l'aise du côté des filles que des garçons. Sûrement aussi parce que du coup, il y a une sous-représentation, beaucoup de harcèlement. C'est ça. Ce qui fait qu'elles n'avaient pas envie de se mettre au devant de critiques et de... Il y a ça. Il y a la minorité statistique du fait qu'il y a moins de filles dans l'audiovisuel, alors qu'il y en a des filles ultra talentueuses. J'avais demandé à une chef monteuse qui travaillait pour Netflix, qui devait venir, qui n'a pas pu, qui a désisté malheureusement. Ça fait partie des guests qui devaient venir et qui n'ont pas pu, donc il y en avait beaucoup, même si la line-up finale était quand même hallucinante. Du coup, non, l'objectif, effectivement, c'est de faire ce travail de... Même si franchement, j'ai mis du mien, j'ai contacté plus de filles que de garçons au total. Ok. Et du coup, j'ai envie quand même, voilà, c'est aussi un devoir en vrai. Au début, j'avais le seum parce que je me disais, ah, vas-y, parce que t'avais 2-3 filles qui m'envoyaient des messages en mode, ah, c'est dommage par contre. Donc j'avais le seum au début parce que j'étais en mode, mais j'avais contacté beaucoup des filles et c'est pas ma faute et tout. Mais je comprends en fait, quoi qu'il arrive, la finalité, c'est que t'as un devoir de représentation. Oui, et puis, oui, c'est sûr. Et que c'est ta responsabilité, que tu dois te débrouiller pour le faire. Bah, les filles, on vous attend pour l'édition 2. Hein. Ouais, en vrai de vrai. Hein. C'est trop bien. C'est trop important d'avoir tous les profils. Et du coup, dans la deuxième édition, moi, s'il y a, parce que pour l'instant, c'est pas. Je vais aussi recevoir des profils internationaux. Parce que pareil, on a trop de choses à apprendre des gens. Et puis, en vrai de vrai, quand si tu veux, pour un événement de montage, hein, écoute-moi bien, j'ai reçu le sommet de ce qui se fait en montage en France. Genre, je ne pourrais pas aller plus haut. Ouais, chef monteur d'Amixem, chef monteur de Squeezie, chef monteur du Grand JD, d'Inoxtag, on a tout. Enfin, j'ai reçu le fleuron des copains sur scène. Donc fondamentalement, c'est voilà, si je veux apporter de la plus-value, c'est on va voir d'autres personnes et même j'aimerais bien réinviter des personnes qui sont venues et leur dire, ok les gars, vous avez, au lieu d'avoir 15 minutes, parce que je les pressais les pauvres, je mettais la pression. Donc maintenant je leur dis, vous avez la scène pendant 1 heure, vous avez vous affichez ce que vous voulez à l'écran, vous faites plaisir, allez, mettez des tunnels. C'est à quoi ça me fait penser? Ouais. Les événements des youtubeurs à l'époque, les Video City Paris. Ouais, grave. Paris Games Week, c'est cool. Enfin, la toute première que j'ai faite, je me suis dit, ok, la vache, la gueule de l'événement, c'est énorme. Et moi, j'aimerais bien, voilà, que ça ressemble plus à une Paris Games Week des monteurs. Je veux qu'il y ait plus de stands, je veux qu'il y ait plus d'échanges, je veux qu'il y ait plus de valeur perçue pour les gens. Et voilà, ça demande plus de moyens, donc je sais pas où je vais les trouver. Donc ça dépendra des marques, ça dépendra de plein de paramètres. Ok. Mais c'est trop bien l'événementiel, t'apprends, putain. Humainement, t'apprends. Moi, j'ai fait 2 burn-out très extrêmes. Donc j'ai appris sur mes limites. Vraiment, franchement, c'est là où je me suis dit, je faisais un peu le malin sur pas mal de trucs dans ma tête. J'étais en confiance de ouf et là je me suis dit, ah ok, en fait non. Oui, parce que du coup tu faisais ta vie de monteur,
En plus de ça, tu rajoutais, t'avais quand même Ouais. Editing 360. Ouais. En plus de ça, tu rajoutais ça avant que tu trouves une prod, etc. Je suppose que t'avais quand même beaucoup de responsabilités. Et malgré tout, tu travailles 2 fois plus que quelqu'un qui s'y connaît parce que tu sais pas comment t'y prendre, donc tu cherches beaucoup plus, etc. Donc t'as dû y passer beaucoup de temps. Ouais. Puis même le fait de gérer toute la line-up tout seul, c'est chiant. Gérer tous les visuels, toute la com, c'est chiant. Et putain, vraiment, c'est un de mes coups de cœur, la pub qu'on a faite pour l'Editing Con, j'adore. Tu l'as pas vu? Ça, c'est honteux, mais. Non, bah non, mais je l'ai vu sûrement. Mais genre, t'en as fait plein des pubs. Non, pour l'Editing Con, une seule. Hein. J'ai fait. La billetterie s'est remplie avec une seule vidéo. Genre, j'ai pas fait de vidéo, j'ai fait une seule vidéo. Elle a fait 1 million de vues et tout. C'est pas sur le toit du Grand Rex ou un truc Si, comme ça? voilà, il y avait un moment bah où j'étais voilà. sur le toit du Grand Rex. Il y avait un moment où j'étais sur le toit du Grand Rex. Et ouais, il y avait YouTube, il y avait Orange France et tout qui ont commenté le truc sur TikTok. J'étais en mode, ok. Trop drôle. En même temps, c'était le premier événement de montage. Ouais, de donc ouf. tout de suite, t'as toute une communauté d'audiovisuels qui s'est dit ah putain, enfin un événement pour nous De qui ouf. sommes un peu dans notre coin, Et c'est reclus. trop bien, putain, c'est trop bien. Je suis sûr, c'est trop bien. Et j'ai envie de refaire en mieux. Donc voilà. Tu m'avais dit que tu voulais faire venir Reggie le gorilla. Ouais, je voulais faire Régé, je l'avais contacté parce qu'on a fait un concours de montage et je voulais qu'il juge les montages. Mm. Il est un peu cassant et tout, et je me suis dit, vas-y, ça peut être drôle de Ça aurait été l'inviter. tellement drôle. Et au début, il était un peu chaud, mais pareil, il était pas très à l'aise en fait de monter devant autant de personnes. Ah ouais? Ouais. Ok. Mais du peu qu'on a parlé, très cool. Et c'est Pour vrai que j'aurais pour adoré. l'édition 2. J'aimerais bien recevoir des figures. Je sais pas, j'aimerais bien recevoir des plus grands. Je sais pas, tu sais, des créateurs de contenu ou quoi, qui sont implémentés, qui représentent vraiment l'audiovisuel et tout, et qu'on puisse faire des trucs un peu plus décalés aussi, genre sans se prendre la tête. Parce que si j'en fais une, en tout cas, jamais on se prendra la tête. Ok. Je veux que ça reste chill et je veux que ça reste bon enfant, ouais. Ok. Mais ouais. J'ai vu aussi que t'étais du coup ambassadeur Adobe. Comment ça fonctionne? C'est trop la Comment classe. ça t'est arrivé? Ah ouais, J'avoue, c'est la c'est grave classe. la classe. Non, ils m'ont T'as un contacté. abonnement gratuit? Oui. Je paye pas, moi je paye plus depuis 1 an Adobe. Tu sais que d'ailleurs, j'ai parlé avec eux, les gens se plaignent que ça monte de prix. Ils ont lancé un abonnement. En fait, ça monte de prix parce que tu sais, il y a l'IA, l'intelligence artificielle et tout. Mm. Ils ont ramené plein d'outils et l'IA est coûteuse à faire tourner. Mais il existe un abonnement sans IA pour ceux qui veulent pas l'utiliser. C'est Il y en a vrai? plein. Ouais, et qui est moins cher que l'abonnement d'avant. Ok. Bref, Adobe, c'est trop bien. C'est mon logiciel. Tu sais, je les avais contactés déjà à l'époque, moi, pour faire des collabs avec eux. Parce que je trouve ça trop drôle de collaborer avec son logiciel de montage. Et là, récemment, je suis allé dans leur bureau. Parce que ouais, je suis devenu ambassadeur. Ça veut dire que j'ai accès un peu à toutes les nouveautés en avance. Que je peux soumettre directement aux équipes de développement des retours. C'est vrai? Ouais, genre, putain, mais c'est trop stylé ça. On peut faire des patchs. Après, est-ce que ça va être pris en compte? Je sais pas, mais en tout cas. Qu'est-ce que tu leur as soumis comme. Pour l'instant, rien. Ah, ok. Bon. Tu sais que pour l'instant, rien. Tu fais pas bien tes devoirs. Non, c'est pas ça. C'est que t'es pas obligé de le faire. Ils te le proposent. Oui, mais t'as forcément des trucs à leur redire. Moi, enfin, genre, ne serait-ce que l'étalonnage sur Premiere Pro, je pense qu'il y a des trucs à redire. Bah là, récemment, justement, j'ai posé des questions à ce sujet-là. Parce que la dernière fois que je suis allé, ils nous ont présenté l'outil. Tu sais, ils ont créé un nouveau mode d'étalonnage, une nouvelle mécanique d'étalonnage sur Premiere Pro qui est trop bien, qui se rapproche presque de DaVinci. Pas exactement encore. Ça change complètement la donne. C'est tellement plus complet que Couleur Lumétrie à l'époque. Et c'est un classique en vrai de vrai. C'est disponible sur Premiere Pro en bêta, je crois, la dernière version. Ok. Et non, c'est trop bien ce truc. Et du coup, j'aurais juste demandé comment ça fonctionnait parce que je voulais avoir plus d'infos. Mais globalement, ouais, t'as les outils, t'as les features avant les autres. Du coup, tu peux discuter avec les équipes d'Adobe directement si t'as des questions et tout. T'as les collaborations, ils vont te prioriser sur les collaborations si tu veux en faire avec eux. Là, je leur ai soumis par exemple un projet de vidéo qui me tient vraiment à cœur, que je peux pas dire là, mais pareil, c'est une forme de documentaire. Pour toi? Ouais, pour ma chaîne. Du coup, je leur propose l'idée, voir s'ils arrivent à me suivre. Je vais pas tarder aussi à leur proposer l'Editing Con parce qu'ils n'étaient pas sponsors sur la première. Ok. Parce que le timing, tu sais, les budgets, ils avaient déjà été bloqués. Du coup, là, je vais leur proposer s'ils veulent être sur la deuxième. Et c'est un peu triste parce que c'est tellement coûteux, surtout que là, la deuxième, si je la fais, elle va être encore plus coûteuse, même si je change de lieu. Mais vu qu'il y a la dimension de 2 scènes, plus le stand et tout, ça explose les frais. Ouais. Mais du coup, je vais voir avec eux s'ils sont chauds. Si j'arrive à chauffer assez de marques pour une deuxième édition, je ferai une deuxième édition. Mais ça dépend malheureusement plus que de l'argent. Je déteste ça. Et c'est trop chiant d'ailleurs dans ma vie, je trouve que tout, alors que je m'en foutais de base franchement, que tout tourne autour de l'argent parce que mes ambitions sont rattrapées en fait par le côté financier toujours. Et c'est là où je me dis que par exemple, tu sais, des Squeezie et tout, là il se fait allumer parce que c'est pareil, ils veulent capitaliser sur sa communauté avec le ciao ciao énergie, ciao kombucha et tout. Mm-hmm. Mais en fait,
Ça leur permet de financer derrière des vidéos, des concepts de divertissement vraiment XXXL. Ça coûte trop cher. Une vidéo YouTube aujourd'hui, ça coûte trop cher. Genre la banale pour une vidéo. Ça coûte cher parce qu'ils se professionnalisent aussi. Bah ouais, mais du C'est coup, normal. avoir une source de revenus sur un produit dérivé et tout, qui, s'il est cool, pourquoi pas, ça leur permet en fait de financer derrière. Oui, oui. Les gens se rendent pas compte à quel point ça coûte. En fait, on minimise un peu les frais, je trouve, aujourd'hui, de ce que coûte une vidéo YouTube. Après, tu peux le faire vraiment de manière artisanale. Mais c'est juste que je comprends, moi, c'est un peu ce que j'ai fait avec editing, c'est je comprends ce truc de tu fais un projet annexe purement Oui. facultatif. Tu vas pas dire à ta communauté achetez à tout prix. Non, achète si Oui. tu as envie. Par exemple, moi je disais aussi dans ma formation que t'as pas besoin d'acheter une formation pour. Moi j'ai pas utilisé de formation, je suis là aujourd'hui. C'est juste ceux qui veulent un boost de connaissances, qui veulent de l'aide dans leur apprentissage, ceux qui ont besoin de pédagogie. Alors voilà, vous pouvez, il y a cette formule qui existe, vous pouvez. Je comprends ce truc de capitalisation qui peut gêner, en vrai de vrai. Mais je trouve ça cool. Enfin, j'ai du mal à diaboliser ce truc-là. En vrai, les gens, ils ont un libre arbitre quand même. Est-ce qu'il y a eu des moments où t'as eu des doutes, parce que même tu m'as parlé, tu vois, de ton burn-out, par quelle phase t'es passé dans ton burn-out? Qu'est-ce qui t'a posé question? Non, mais en vrai, c'est intéressant d'en parler parce que malgré tout, je trouve que, tu vois, je trouve que en vrai, les domaines, il y a beaucoup de domaines, pas forcément que l'audiovisuel, mais dans lesquels on met beaucoup en valeur les gens très très performants, en oubliant qu'en vrai, ces performances-là, elles sont pas forcément viables sur le long terme, que c'est pas forcément logique et faisable pour un être humain. Il y en a beaucoup qui se droguent même. J'espère que c'est pas ton cas, mais je veux dire, en tout cas, je trouve qu'on met vachement en avant les gens très très performants et hors normes, et finalement, il y a quand même une réalité qui te rattrape. Est-ce que toi, t'as vécu un peu ça? Et même, est-ce qu'aujourd'hui, du coup, t'as changé des choses dans ta routine qui te permettent d'avoir une vie un peu plus saine et beaucoup plus gérable? À l'époque, on me reprochait, quand je te disais que j'étais rapide, on me disait faut que tu arrêtes de faire des posts où tu dis que tu as monté une vidéo en 48 heures ou est-ce que tu montes tes rapides parce qu'en fait, du coup, nous, derrière, on sait plus quoi dire à nos clients en mode Ouais, ils vont nous dire t'as vu lui comment il fait? c'est pas faux. Et du coup, c'est la première prise de conscience d'influence que j'ai vue à l'époque. Oui, tu t'es rendu compte que t'avais de l'influence et que Bah, en fait, t'avais une responsabilité, quoi. bah ouais, j'étais en mode ah, ok, moi je trouvais ça stylé juste de montrer parce que c'était une perf en fait ce que je faisais à l'époque, c'était vraiment rapide. Mais en fait, ça dessert mes confrères et ça, j'avais pas compris. Du coup, ça, j'ai calmé, tu vois, par exemple. Donc ouais, mais sinon moi ce qui me fait cogiter aujourd'hui c'est juste le fait de voir des trucs, je sais pas, quand je scrolle sur Insta, des trucs qui me démotivent parce qu'il y a des mecs qui sont trop forts. Et il y a un écart que n'y avait pas avant parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de gens forts que Ouais. je cherche à combler et que j'ai envie de retrouver une patte qui me parle et là j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de me faire plaisir dans des projets audiovisuels. Actuellement je me sens bridé sur ma manière à capter des images par exemple, donc je travaille dessus. Et ça, je l'ai inclus dans ma routine quotidienne. C'est un truc sur lequel je me planche absolument tous les jours. J'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie de faire des meilleures vidéos. Parce que voilà, c'est ça qui me semblerait me fait le plus vibrer actuellement. Et en hygiène de vie, bah là, les burn-out, c'était ouais, juste trop de projets consécutifs. Petite dépression derrière, là, une grosse phase de dépression. Autodiag, hein, 100% autodiag, mais j'étais vraiment dans le dur. Mais parce que Ok. pareil, tu remets absolument tout en question. Parce que les mois d'editing code pour les mettre sur pied, c'était très compliqué, ça m'a poussé à bout. Les doutes, t'avais tout le temps des doutes. Hein. Dis-toi, la veille de l'editing code, je regarde le dashboard et je commence à comparer le nombre de places par rapport au nombre de trucs que j'ai vendus. Je me dis, ah, c'est marrant, j'ai vendu plus de places qu'il y a de places. Tu vois. C'est vrai? Ouais. Mais comment t'as pu faire ça? Parce qu'en fait, il y a eu un bug technique sur WizEvent, donc la ticketerie sur laquelle je suis passé, qui m'obligeait en fait à la fin à croiser deux données différentes Ok. pour avoir le nombre de places totales. Et je suis très mauvais en calcul mental. Donc en fait, je faisais mon calcul depuis des semaines de tête, en mode ok, c'est bon, j'ai de la marge. Non, du coup, il y avait un trou de 65 places personnes, ce qui fait beaucoup. Hein. Et t'as fait comment? Ils sont passés en VIP. Alors, j'avais dit, s'il manque des places, j'avais indiqué le fait que mais le VIP était full de chez full. Il y a eu 60 personnes, donc il y a eu un peu moins 50 personnes de plus en VIP. Il y a eu 10 Ok. personnes qui sont pas venues, tant mieux, pour nous. Et pour eux aussi, parce qu'ils auraient passé une heure, 7 quarts d'heure. Mais du coup, on a envoyé plus de personnes en VIP, mais du coup, les VIP, il y avait beaucoup de monde en VIP en fait au final. Donc c'était plus tant VIP que ça, donc même mis à part le buffet et tout, donc c'était un peu perturbant pour les gens qui étaient VIP. Hmm. Donc ouais, voilà, truc de dernière minute, il y avait plus de tickets vendus, donc voilà, et on a dû gérer les flux différemment. Mais ça fait partie un énième truc de stress et que ça fait partie des trucs t'improvises. Mais du coup, ouais, effectivement, tous les jours, ce qui te pèse, c'est que tu reçois des mauvaises nouvelles, des désistements, des changements de
de cap. Et quand t'es pas habitué à ça, ça bousille le crâne en vrai de vrai. Surtout quand on te sort, chaque jour, tu as 1000 euros d'additifs qui s'ajoutent, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Tu as un dépassement de budget stratosphérique. Ça fait mal à la tête en vrai, ça donne la migraine, non? Et du coup, tu as les doutes, forcément, tu as les doutes. Est-ce que les gens vont kiffer? Là, c'est frontal. Je sors pas une vidéo YouTube, je sors un événement où je prends des gens de 12h à 19h en face de moi et qui peut me faire sauter en recevant les plus grosses têtes du milieu dans mon écosystème. Donc ouais, tu peux, si ça déconne, là, tu te prends un mur. Hein. Tu te prends vraiment un mur à pleine vitesse. Donc ce burn-out, il s'est apaisé à la suite de l'EditingCon qui s'est bien passé et qui du coup t'a permis de te détendre un peu. Burn-out, ouais, mais j'ai fait une dépression après l'EditingCon, là, jusqu'à là, récemment. Parce que t'as le côté de, en fait, ton quotidien, en fait, c'est tellement lunaire ce qu'on avait vécu. Le quotidien, il était tellement violent, rythmé pendant des mois, de septembre à février, du coup, j'ai bouffé ça tous les jours. Donc l'après-coup, il est un peu en mode, tu sais, perte de sens, perte de. Du coup, je regardais le mur, je dormais beaucoup parce que j'ai pris vraiment très cher niveau santé et tout. Donc j'ai été hospitalisé carrément, j'ai fait vraiment un burn-out en novembre, j'ai été hospitalisé parce que ça allait vraiment pas. Du coup, voilà, j'ai laissé mon corps se reposer, mais après j'avais vraiment l'impression d'être dans un légume, j'avais aucune énergie, rien du tout. Et puis même ça m'a un peu secoué, tu te dis putain, j'ai laissé passer des sommes, genre est-ce que j'aurais pas dû économiser un peu plus, tu te dis ça. Après tu te dis vas-y maintenant comment je rebondis, tu te mets la pression. Oui, parce qu'en plus en freelance, t'es ton seul moteur, t'es ton seul patron, donc si t'es en dépression et hospitalisé, tu travailles plus, donc t'as plus de revenus. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'était une période un peu bizarre. Même encore aujourd'hui, je comprends pas trop ce qui s'est passé. Là, j'ai repris le sport et tout, j'ai repris les projets, je suis en train d'apprendre. Tant que j'apprends, ça va. Et ouais, c'était une période un peu lunaire, un peu bizarre, un peu dur. Genre, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Ok. Mais t'arrives à rebondir et aujourd'hui à te mettre une routine qui te permet un peu Ouais. d'être. Là, je suis en plus train de solide. m'imposer une routine sportive surtout. Le sport, c'est trop important. À l'époque, j'ai fait une vidéo, un monteur monte le Mont Blanc. Parce que Pour la blague. Pour la blague, parce que ça me faisait rire. Et parce que ça m'imposait le fait de me faire une transformation physique. Parce qu'à T'as fait l'époque. ça en quelle année? Oh la vache. Je sais pas, 2023, 2024. Je sais plus. Ok. 2024 plutôt. Avant Kaizen. Parce que aussi à l'époque j'étais fan des vidéos de Jilcy, il avait fait trois vidéos où il montait le Mont Blanc, je trouvais ça trop drôle, trop passionnant. Ok. Et que je voulais avoir un physique un peu athlétique, du coup voilà, j'ai pris un coach et on a fait du training pendant plusieurs mois pour préparer le Mont Blanc. Expérience de malade, c'était lunaire. C'est ton coach qui était là à la pub? Ouais. Ok. Mon coach Amine, que j'embrasse. Et du coup, ouais, c'était une vidéo très cool à faire, même le rendu et tout, c'est tellement différent de ce que j'ai pu faire. Et surtout, ça m'a fait une première transformation physique, donc j'étais en mode ah putain, je suis plus sportif et tout. J'ai complètement, vu qu'il me faut un objectif moi pour continuer, une fois que j'ai fait ça, j'ai complètement arrêté la salle pendant 1 an et demi. Ok. J'ai repris tellement de poids, mon dieu. Et surtout, j'ai perdu, voilà, j'étais athlétique, là j'ai tout perdu. Et là, depuis quelques semaines, j'ai repris le sport dans la salle du local de Mastu. Et je me mets une routine, voilà, alimentairement pareil, je suis en train de réduire la bouffe de merde. Et l'objectif, c'est de refaire une petite transformation physique. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai envie juste d'être le plus athlétique possible parce que je me dis que je me sentais vraiment bien dans ma vie et dans mon corps quand je mangeais bien et quand je faisais du sport en fait. Bah, et puis malgré tout, t'as une hygiène de vie qui est pas. Je critique pas ton hygiène de vie, mais je veux dire. Non, mais le montage vidéo, ça te permet pas d'avoir une activité physique en fait. Tu restes assis toute la journée. Donc même pour ta santé tout court, au-delà de ta santé mentale, même si c'est vrai que dans le podcast, beaucoup de personnes me parlent du sport, etc. et disent que c'est très très bien et tout pour avoir une bonne santé mentale et ne pas être dépendant des projets, etc. Enfin, d'avoir au moins quelque chose qui te permet d'avoir la tête autre part et de te concentrer sur autre chose et d'avoir d'autres objectifs que juste la freelance. Mais même, genre, je pense que pour ta santé, etc. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que ça me rassure de juste pousser à la salle et puis reprendre le goût aux choses pas transformées dans l'alimentation. Puis même, juste ça joue aussi sur mon énergie. Je te dis, je suis un légume. Depuis la post-editing con, franchement, pendant plusieurs mois, j'étais un légume. J'avais aucune énergie, aucune intensité de vie. Et là, maintenant, c'est en train de reprendre un peu. Okay. Donc, c'est ça que je travaille. Je vais avoir des carences extrêmes dans pas mal de trucs. Tu as des carences? J'ai pas fait de prise de sang pour le faire. Là, mais je pense que si on en faisait une il y a un mois, là, je pense que j'avais des carences de ouf. Mais genre oufissime. Genre absolument dans tout ce qui est possible. Non mais voilà, donc beaucoup de compléments alimentaires. J'ai pris aussi beaucoup de médicaments après mes séjours à l'hôpital. J'ai des problèmes de maux de tête extrêmes. Donc je prends des trucs vraiment pas bien, il faut que j'arrête. Des trucs genre
kétoprophène, Nurofen Flash, ibuproféine, ouais, des trucs. Ouais. C'est de la frappe atomique quand t'as mal à la tête, mais voilà, ça, pareil, il faut que je me fasse opérer de l'œil, du coup, dès que possible. Oui, donc grave des problèmes de santé à cause de ton métier. À cause de mon métier, puis à cause aussi de mon hygiène alimentaire, notamment. Okay. Je mange des fast-food tous les jours. Depuis ma dernière transformation, 1 an et demi de fast-food tous les putains de jours. Effectivement. C'est dur, hein. Est-ce que tu es prêt pour les questions de fin? Oui. Selon toi, quel a été l'élément déclencheur dans ton parcours? Mascu. Rapide et efficace. Franchement, si on s'appuie sur tout ce que j'ai dit, Mascu, il a changé ma vie. Est-ce que vous avez un rapport uniquement professionnel ou vous avez même un rapport presque amical maintenant? Presque amical, je pense quand même. Hein. Franchement, même aujourd'hui, c'est un soutien moral pour pas mal de trucs. Ouais. Quand on parle et tout, on parle de choses parfois profondes et tout, et il me booste. C'est vraiment un bon gars qui te pousse vers le haut. C'est le mec sans doute le plus humain que j'ai croisé sur YouTube en France. Hein. Ok. Franchement. En fait, c'est pas compliqué, de toute façon, je serais pas resté avec lui s'il était pas. Oui. C'est vraiment un bon gars, quoi. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer? Du coup, éduque-toi plus au film. Commence par là. En mode, va voir des films. Après, j'avais pas accès forcément aux films à l'époque. C'était pas dans notre culture forcément, mais étudie plus le cinéma, l'art visuel avant de te lancer là-dedans, parce que du coup, tu serais parti avec des bases plus saines. Te sous-paye pas parce que ça va être un gouffre, tu vas te sous-payer toute ta carrière, une grosse partie de ta carrière parce que tu sais pas imposer des prix. Alors tu as fait une école de marketing, management, commerce, tout ce que tu veux. C'est juste que j'avais pas la notion, j'avais pas les référentiels des autres à l'époque, et que j'avais pas envie de passer pour un vendeur de tapis qui facture trop. Puis problème de légitimité, est-ce que je suis assez bon pour facturer comme un professionnel? Je suis un professionnel du montage, je sais pas. Du coup, voilà, maintenant, après, voilà, je me suis mis à niveau avec le temps, mais voilà, même si t'apprends, t'es débutant et tout, t'apprends, enfin, tout travail mérite salaire, quoi. Et ouais, voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, là, c'est récemment le mec qui m'a fait me remettre en question un peu sur pourquoi on montait des vidéos de cette manière-là, comment les histoires sont racontées. C'est juste qu'il a décortiqué certains trucs qui me paraissaient évidents, que j'avais conscientisé indirectement dans ma tête. Il m'a fait vraiment juste revoir comment je voyais les choses. Donc, ça a un peu changé ma manière de voir l'audiovisuel, carrément. Et du coup, maintenant, je fais beaucoup plus attention. Je suis différent dans ma manière de raisonner et même dans ma manière de monter, du coup. Ok. Du coup, là, c'est juste ce truc de, en gros, rapproche-toi du cinéma et forme-toi sur ce qu'est le cinéma. Ok. Et quels sont tes rêves et objectifs? Et où est-ce que tu te vois dans quelques années? Je pense que dans 10 ans, peut-être que je serai dans une agence de pub. En train de faire du montage vidéo. Puis en freelance? Peut-être. Je sais pas sous quelle forme. Mais en tout cas, je pense que peut-être que si un jour YouTube me gave ou que c'est plus viable pour X ou Y raison, même si je pense que ce sera pas le cas, je me redirigerai vers mon deuxième truc qui m'anime le plus, c'est la publicité. Ok. Donc je serai soit créa, donc c'est le mec qui pense les idées. Donc je serai vraiment juste de la créativité, soit je serai à la technique, donc je serai au montage vidéo, des publicités, soit peut-être j'aurais réussi à me rapprocher du cinéma, qui sait, on sait jamais. Mais en tout cas, voilà, je veux faire un truc un peu qui continue dans mes passions. Et si un jour je sens que le montage vidéo tel que je le fais aujourd'hui me saoule, j'arrêterai sans problème. Ok. Mais ouais, mais sinon niveau rêve, je crois que j'ai pas de rêve. Moi, mon seul rêve en vrai, c'est de continuer à vivre de ce qui me fait kiffer le plus longtemps possible. Et qu'un jour je réussisse à faire des trucs qui me font kiffer. Par exemple, moi je voulais qu'une de nos pubs pour editing, ça se fasse sur la Tour Eiffel. Et c'est ce qu'on devait faire d'ailleurs avec la pub qu'on a faite ensemble. C'était mais pour des raisons météo, en fait, on a cancel. Parce qu'en fait aussi, ça coûte cher. Ça coûte cher, donc en fait, on n'avait pas beaucoup de temps sur la Tour Eiffel. Qui dit pas beaucoup de temps égale, on n'aurait pas eu les images forcément qu'on voulait. Mais je veux faire ce truc-là aussi. Tout comme PNL, quoi. Un peu comme PNL, ouais. Un peu comme PNL. Bah écoute, on te souhaite d'être le futur PNL. Je pense pas que c'est ce qu'il faut. Ouais, non, c'est pas exactement ça, mais. Non, mais on te souhaite de continuer à vivre de ta passion. Et si ça passe par une reconversion et qui te fait kiffer, c'est bien dit ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. J'espère que t'as bien aimé. Avec grand plaisir, j'ai adoré. Très cool. J'espère que ça vous a plu aussi, que ça vous a intéressé d'écouter Samy vous parler de son parcours. J'ai trop parlé. Hein. Non, ça va en vrai.
Ah bah si tu dis ouais, mais j'ai... Non, mais ça va. Je disais du coup, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions à poser à Samy, n'hésitez pas en commentaire, tout ça. J'espère en tout cas que ça vous aura permis de vous projeter un petit peu, peut-être mieux sur le montage, peut-être d'apprendre de ses erreurs aussi sur certains aspects. C'est intéressant. De ouf. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, tout ça, de liker. Et moi, je vous dis à très bientôt avec un nouvel épisode. Salut.